Bonjour à tous, ravi de vous accueillir. Vous êtes actuellement 146 qui vous êtes connectés sur ce webinaire qui va nous parler, sur lequel nous allons réfléchir collectivement sur la question de l'évolution, des transformations des politiques publiques, avec notamment Renaud Epstein, qui est sociologue et chargé de maître de conférences en sciences politiques, et avec Carole Bégou, qui est responsable du CLS et contrat local de santé. On va essayer d'éviter les sigles, et contrat local de santé mentale dans la ville d'Échirolles, et Khalid Ida Ali, qui est président de l'interréseau du développement social urbain, donc l'association regroupant les professionnels de la politique de la ville, et qui est en même temps directeur du développement social et urbain à Vitry-le-François. Voilà. Donc, nous allons démarrer, je vais introduire cette journée. Je suis Bénédicte Madelin et je suis secrétaire de Fabrique Territoire Santé. Voilà, donc deux mots pour rappeler ce qu'est Fabrique Territoire Santé. C'est donc une plateforme nationale de ressources, une association qui a pour objectif d'accompagner les dynamiques territoriales de santé et qui s'inscrit directement dans la poursuite, dans l'élargissement des missions de la plateforme de ressources des ateliers santé-ville, qui était la démarche mise en place dans le cadre de la politique de la ville sur les questions de santé. Fabrique Territoire Santé, aujourd'hui, s'adresse à l'ensemble des acteurs qui sont impliqués ou qui veulent s'impliquer dans la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé par la fabrique de dynamiques territoriales de santé sur tout le territoire français, y compris d'ailleurs les territoires ultramarins, dans les quartiers prioritaires, mais aussi dans les quartiers ruraux. On sait bien que les questions de santé se posent aussi dans des quartiers ruraux. Alors, l'objet de cette fabrique, si on peut l'appeler comme ça, c'est de favoriser une politique. On n'est pas sur la mise en œuvre de procédures, il faut être très clair là-dessus, sur une politique et une ingénierie de projets en promotion de la santé, d'où le besoin de ces espaces de réflexion critique pour comprendre les enjeux. Cet espace que nous avons mis en place, notamment aujourd'hui. C'est aussi, Fabrique Territoire Santé, c'est construire des partenariats et des réseaux. On sait qu'on est nombreux, différents réseaux, des élus, des professionnels, des institutions, les habitants, souvent oubliés, sont là ensemble pour essayer de mettre en œuvre des politiques de promotion de la santé. Cette dynamique doit apporter, c'est notre objectif, une plus-value à l'ensemble de tous ces acteurs. Par exemple, au moment du Ségur de la santé, pardon, le Grenelle, c'est une vieille référence, au moment de la mise en place du Ségur de la santé, une coalition s'est organisée avec un certain nombre d'acteurs de la promotion de la santé pour réclamer un Ségur de la santé publique et de la promotion de la santé. Mais c'est aussi, dans notre volonté, c'est davantage associer les habitants dans les politiques de santé. Enfin, dernier point important de ces limites territoriales de santé, c'est la territorialisation de l'action qui doit partir des besoins du territoire et de tous ceux qui composent le territoire, qui y habitent, qui y travaillent. Et elle s'inscrit donc, chaque dynamique territoriale de santé s'inscrit dans un environnement donné et s'adapte aux ressources et aux contraintes de ce territoire. Tous ces objectifs que se sont donnés les administrateurs et l'association Fabrique Territoire Santé, tout cela se traduit par des dossiers ressources, par des journées nationales, par des rencontres régionales, par la newsletter, par le site de Fabrique Territoire Santé, et puis aujourd'hui, confinement oblige, par des webinaires. On aimerait tellement mieux se rencontrer, mais notre journée nationale s'est transformée en 3 webinaires. Et aujourd'hui, nous sommes au second webinaire. Le premier s'est tenu avant
congé de Noël. Aujourd'hui, nous sommes avec Renaud Epstein sur la transformation des politiques publiques. FTS, c'est favoriser une politique et une ingénierie de projet. C'est pour ça qu'on a demandé à Renaud Epstein, qui a beaucoup travaillé sur les questions de la territorialisation des politiques publiques, d'intervenir. Je dis bien les questions et pas la question. Hein, il faut être clair, on sait bien que c'est beaucoup plus complexe. Renaud Epstein est donc, je l'ai dit tout à l'heure, sociologue. Il a commencé à travailler notamment comme consultant pour la coopérative Acadie, où il va conduire des travaux d'évaluation, de conseils pour des collectivités. Alors, je ne me rappelle plus si c'était Méru ou Mouy, dans l'Oise, mais il était jeune consultant quand il a commencé à travailler sur ces questions-là. C'est vieux, oui, c'est vrai. Et notamment pour la politique de la ville. Il a travaillé aussi sur une typologie des zones urbaines sensibles, sur la rénovation urbaine et sur l'évaluation de la politique de la ville d'une manière générale. Et actuellement, il est maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye. Entre les deux, entre cette période Acadie et la période maître de conférence, il a fait une thèse sur le gouvernement à distance, dans laquelle il analyse, je n'ai pas lu toute cette thèse, ne vous inquiétez pas, je ne pourrais pas en parler. Il analyse le retrait territorial de l'État qui s'accompagne d'une réaffirmation de l'État dans la définition du contenu des politiques élaborées et mises en œuvre par les collectivités territoriales. N'oublions pas qu'on est après les lois de décentralisation, et quand l'État parle de territorialisation, est-ce que ce n'est pas une autre manière de revenir dans la définition du contenu des politiques publiques qui sont mises en œuvre par les collectivités territoriales? C'est pour ça qu'on l'a invité pour la deuxième fois, parce qu'il était déjà intervenu à l'Assemblée générale et à la journée nationale qu'on avait organisée à la mairie du 19e arrondissement. Et on l'a invité, même s'il n'est pas un spécialiste des questions de santé, comme il le dit lui-même. Je ne me permettrai pas de porter un tel jugement, mais c'est lui-même qui le dit, je ne suis pas un spécialiste des questions de santé. Mais par contre, il va nous aider, on l'espère, à construire cette réflexion critique sur l'évolution des politiques publiques. Est-ce qu'on peut parler de dynamique de territorialisation de l'action publique et de transformation institutionnelle à partir de la politique de la ville comme prisme pour analyser les transformations? Comment est-ce que lire déjà, et comprendre la contractualisation des politiques publiques, dont la politique de la ville a été le cheval de Troie, et la multiplication des agences pour mettre en œuvre les politiques publiques dans un contexte de réforme de l'État et de restrictions budgétaires. Les ARS sont là pour nous rappeler effectivement ce passage à l'agencification des politiques publiques. On en a d'autres. Dans la politique de la ville, on est bien doté en agences. Voilà. Voilà, ce webinaire, je ne vais pas être plus long, il va avoir pour objectif de comprendre, dans leurs évolutions, les transformations de l'action publique, les places respectives de l'État et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, dont les politiques de promotion de la santé ne sont qu'une illustration, mais on va lui demander de temps en temps de faire un petit pas de côté pour essayer de nous montrer les liens entre ces transformations dans les politiques de santé, mais aussi dans les politiques publiques de manière plus générale. Bonjour à toutes et à tous. Bénédicte m'a trop longuement, Bénédicte, présenté, et même elle a dit tout ce que j'allais dire. Donc moi, je vais me contenter de développer, et notamment sur l'introduction. Elle a dit je ne suis pas un spécialiste des politiques de santé. T'es gentil, Bénédicte, mais en fait là aujourd'hui, je suis affligé du syndrome de l'imposteur. Quand je vois la liste des participants et des participantes, vous en connaissez toutes et tous beaucoup plus que moi sur les politiques sanitaires. Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur la politique de la ville, les politiques de développement, d'aménagement. Je travaille sur les politiques du logement, politique sociale, politique culturelle, d'insertion, de sécurité, mais jamais de santé.
Mais jamais, hein, vraiment, je n'y connais absolument rien. Je ne suis absolument pas le plus légitime pour vous parler de territorialisation des politiques de santé. Bon, je l'avais dit en 2018 aux organisatrices, elles ont voulu m'inviter. Je leur ai répété il y a quelques mois, quelques semaines, quand elles m'ont invité. Je leur ai répété, elles m'ont dit si, si, ça nous intéresse. Donc, bon, donc si ce que je vous raconte vous paraît complètement hors sujet, vous en plaignez auprès d'elles et pas de moi. Voilà, donc bon, quand même, moi, ce que je vais essayer de faire, en fait, c'est essayer, en partant de ce que je connais, la politique de la ville, et au-delà de la seule politique de la ville, tout ce que j'ai pu observer, analyser sur les transformations institutionnelles qu'elle porte sur sur l'État ou qu'elle porte sur les collectivités, les transformations institutionnelles de ces dernières décennies qui ont profondément impacter les modalités de conception, de développement et de mise en œuvre dans les territoires de toute une série de politiques, avec l'idée que il y a des dynamiques lourdes, structurelles, qu'on peut observer, et avec une hypothèse qui est que ces dynamiques que moi j'ai pu observer, théorisé à partir du cas de la politique de la ville, dont j'ai pu voir par ailleurs le déploiement dans d'autres politiques sectorielles, mais pas les politiques de santé, puisque je ne les ai pas regardées, l'hypothèse que ces dynamiques et l'analyse qu'on peut en faire nous renseignent aussi potentiellement sur un certain nombre de transformations qui se retrouvent dans le champ de la santé. Maintenant, ça, c'est une hypothèse. Ce sera à vous aussi de dire si c'est le cas, sachant qu'évidemment, en fonction de l'organisation des différents secteurs, de leur structuration historique, de la distribution des rôles entre l'État, les collectivités, des partenaires, des acteurs privés, etc., des mêmes tendances peuvent prendre des formes qui peuvent être un peu différentes, évidemment, suivant les secteurs. Alors, avant de vraiment de rentrer dans la présentation, je vous explique pourquoi est-ce que moi je fais l'hypothèse suivant laquelle la politique de la ville nous renseigne au-delà de la politique de la ville, au-delà de la seule gestion des quartiers populaires des périphéries urbaines. Et elle permet de comprendre ce qui se joue dans l'évolution des politiques territoriales en France depuis maintenant quasiment un demi-siècle. Alors, pourquoi cette hypothèse? D'abord, pour une raison simple, c'est que historiquement, la politique de la ville a joué un rôle très particulier dans l'action publique française à partir de la décentralisation de 82-83. Elle a été véritablement la politique qui a inventé la territorialisation des politiques publiques, ou bien du moins qui a inventé un certain nombre d'instruments qui ont permis ou organisé la territorialisation de ces politiques publiques. Elle a même inventé une forme de modèle d'action publique, un modèle j'appelle souvent de cogestion territoriale, cogestion partenariale des politiques publiques dans les territoires, autour du binôme maire-préfet, et autour d'eux de toute une série d'acteurs. Donc voilà, première raison, parce que la politique de la ville a inventé ça, inventé des instruments qui par la suite se sont déployés dans toute une série d'autres politiques publiques et ont permis d'organiser leur territorialisation. Regarder cette politique nous renseigne au-delà de cette politique. La deuxième raison pour laquelle il me semble que la politique de la ville est intéressante dans la perspective qui nous réunit là aujourd'hui, c'est que elle a inventé ce nouveau modèle dans les années 80, 90, et à la suite de l'acte 1 de la décentralisation. Et cette même politique de la ville, elle a été affectée par une profonde transformation elle-même, une profonde réforme au début des années 2000, en 2003, avec la loi Borloo en l'occurrence, et s'est mis en place à partir de cette année de nouveaux modes d'intervention de la politique de la ville, et nouveaux modes d'intervention de l'État dans les territoires, de nouveaux types de relations entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux, pourrait-on dire, que j'ai qualifié, moi, de gouvernement à distance. Et comme les raisons qui expliquent la politique de la ville s'est transformée sont des raisons qui dépassent la politique de la ville et qui renvoient à des transformations beaucoup plus lourdes
de l'État, hein, le mouvement de réforme de l'État, de réforme néo-managériale de l'État, autour de l'entrée en application de la LOLF, puis de la RGPP, finalement, comme les forces qui guident cette transformation de la politique de la ville sont des forces qui sont structurantes et qui dépassent la politique de la ville, me dit que finalement, ce qui s'est joué en 2003, à partir de 2003 dans la politique de la ville, se retrouve dans d'autres politiques. Et de fait, on a vu toute une série de politiques qui ont basculé dans ce même régime marqué par la recomposition de l'État, son agencification, marqué par la disparition ou la résidualisation, je dis souvent, des services déconcentrés de l'État, en tout cas des services départementaux. Et alors, je tiens par avance à m'excuser auprès d'éventuels fonctionnaires des services départementaux de l'État, parce que je ne vais pas développer un propos qui sera toujours plein d'espoir pour eux, mais bon, ils connaissent mieux la situation. Bref, il y a eu toute une série de réformes néo-managériales de l'État qui sont conduites parallèlement, par ailleurs, à un approfondissement de la décentralisation, et que la combinaison de ces deux mouvements, recomposition de l'État d'un côté, approfondissement de la décentralisation de l'autre, a changé les règles du jeu, a conduit à une forme de retrait de l'État des territoires, alors un retrait parfois physique, hein, on a la réforme des cartes, cartes sanitaires, cartes judiciaires, cartes, etc., fermeture de subdivisions, d'arrondissements, réduction, remontée du niveau départemental vers le niveau régional de l'État, toute une série de personnels, de compétences, de crédits. L'État se retire des territoires, l'État se retire même de la cogestion d'un certain nombre de territoires, hein, j'y reviendrai, et moins l'État est là, moins l'État est présent dans la conception des politiques territoriales, dans leur mise en œuvre, plus paradoxalement, on assiste à un retour, une réaffirmation de l'autorité de l'État. Plus il reprend la main finalement sur la définition des finalités et du contenu des politiques librement mises en œuvre par les collectivités. C'est ce que j'avais appelé le gouvernement à distance, et c'est ce que les évolutions de la politique de la ville nous aident à comprendre. Alors, bon, voilà un peu le pitch que je vais essayer de vous développer là maintenant. Alors, pour commencer, je reviens rapidement sur le rôle qu'a joué la politique de la ville dans les années qui ont suivi la décentralisation. Dans les années 80, puis dans les années 90, hein, comme je vous disais, la politique de la ville a inventé ce modèle d'action publique, un modèle d'action publique qui finalement permettait de construire le mode d'emploi de la décentralisation. La décentralisation, de 82-83, elle a été pensée par des juristes à la DGCL autour d'une logique simple, bloc de compétences. Commune, l'urbanisme et les services de proximité, les départements, la solidarité, les régions, le développement économique et l'aménagement. Bon, pour aller vite, l'aménagement du territoire, pour aller très vite, hein. Chacun chez soi, chacun son bloc de compétences, et comme ça, il n'y a pas de problème de doublon, il n'y a pas de problème de concurrence, il n'y a pas de problème d'interférence, et donc on n'a pas à traiter la question de l'action collective, de la coordination. C'était simple, hein, pour des juristes, c'était tout joli. Ouais, super, sauf que la réalité, elle ne se laisse pas enfermer dans des blocs. Dans des blocs de compétences, elle ne se laisse pas enfermer dans des découpages qui soient sectoriels, territoriaux. Vous le savez, les problèmes que les politiques publiques doivent gérer, ces problèmes, ils débordent tout le temps. Les problèmes de santé sont aussi des problèmes d'habitat, hein, on l'a vu avec l'épidémie, ce sont aussi des problèmes d'emploi, les problèmes d'aménagement urbain, ça renvoie aussi à des problèmes sociaux. On ne peut pas découper, ou plutôt on peut faire plein de découpages, mais ensuite il faut bien réarticuler dans l'action. Il faut bien traiter, gérer les interdépendances. Comment et donc il faut bien, il faut articuler des compétences, articuler des ressources, articuler des programmes qui relèvent de secteurs différents et qui relèvent aussi d'institutions différentes. Voilà, donc l'action publique, notamment l'action publique territoriale, c'est toujours de l'action collective et c'est de plus en plus de l'action transversale. Bon, comment est-ce qu'on a… Donc il faut faire bosser tout le monde ensemble pour aller vite. Comment on fait bosser tout le monde ensemble? Comment on fait dans un contexte où il n'y a plus un principe d'organisation simple de l'action collective qui est l'autorité, le préfet au-dessus de tout le monde et qui est capable de commander et d'articuler. Après la décentralisation, il y a
C'est plus possible. Comment est-ce qu'on fait travailler ensemble des collectivités qui sont juridiquement autonomes les unes des autres? Il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur l'autre, hein, on n'est pas en Allemagne. Donc, comment est-ce qu'on fait ensemble des collectivités qui sont juridiquement autonomes les unes des autres, qui sont fonctionnellement interdépendantes, hein? Quand vous êtes une mairie, vous avez besoin du département, vous avez besoin de la région, réciproquement, bon, fonctionnellement. Et en plus des collectivités qui sont politiquement concurrentes. Comment on fait bosser tout le monde? Comment, au-delà d'ailleurs, on fait travailler ensemble non seulement communes, départements, régions, intercommunalités, etc., mais aussi tous les autres acteurs qui participent à la mise en œuvre de toute une série de politiques publiques. Et cette question de tous les autres acteurs, elle est évidemment centrale parce que le mouvement qu'on connaît depuis 40 ans et qui ne va qu'en s'amplifiant, c'est celui de la pluralisation de l'action publique. Il y a de la démonopolisation de l'action publique. Il y a plus de monopole. Il n'y a plus de monopole des autorités publiques dans l'action publique. Il n'y a plus de monopole de l'État, il n'y a plus de monopole de l'État et des collectivités, et ce, même dans les secteurs les plus régaliens. Même la sécurité, aujourd'hui, c'est de plus en plus le fait des collectivités, d'acteurs privés, divers et variés. Bon, comment est-ce qu'on arrive à faire bosser ensemble à tout le monde, des acteurs publics, privés, qui sont mutuellement indépendants? Il n'y a pas d'autorité de l'un sur les autres. Donc, vous voyez, derrière ça, avec la décentralisation et avec les transformations qu'on a assistées, la coordination est devenue un enjeu central de l'action publique territoriale. OK, comment on fait de la coordination? Bah, ça, les lois de décentralisation, elles disent pas, elles disaient chacun chez soi. Les lois de décentralisation, elles disaient finalement, on n'a pas besoin de traiter la coordination puisque chacun a son bloc de compétences. Bon, or, ça marche pas comme ça et finalement, face à ce qui est devenu un problème politique à partir des années 80, la politique de la ville a inventé la réponse sous la forme d'un triptyque instrumental. La politique de la ville a inventé 3 instruments: diagnostic territorial, projet territorial, contrat global. Et ce triptyque, diagnostic, projet, contrat, bah finalement, c'est un triptyque qui sert à organiser l'action collective, la coordination, et qui essaye de le faire à partir des enjeux des territoires. Bon, pourquoi, qu'est-ce qui se joue, hein? L'idée, c'est un diagnostic territorial, c'est une manière de mettre tout le monde, tous les acteurs d'un territoire autour de la table, avec l'idée que chacun a une connaissance, un regard particulier sur les territoires, sur ses problèmes, sur ses ressources. Et vu qu'il n'y a plus de monopole, hein, ben on se dit, si on met tout le monde autour de la table, chacun apporte un regard particulier, et dans le dialogue, ces acteurs vont être capables de formuler collectivement une lecture des problèmes auxquels est confronté le territoire, mais aussi d'identifier collectivement l'ensemble des ressources du territoire qui permettent de traiter ou pas les problèmes qui ont été identifiés. Hein, parce que désormais, construire une politique publique, c'est pas simplement formuler le problème, c'est aussi être en capacité de mobiliser les ressources pour le traiter, ressources qui sont elles-mêmes absolument fragmentées. Et quand je parle de ressources, c'est des ressources juridiques, des ressources humaines, des ressources budgétaires, et aussi, j'y reviendrai, des ressources politiques. Donc, voilà, premier élément, le diagnostic. Une fois que le diagnostic est fait, que tous les acteurs se sont entendus sur les enjeux du territoire, deuxième phase que proposait la politique de la ville, c'est sur cette base, on peut s'engager dans une logique de projet. Une logique de projet, c'est-à-dire la définition d'une vision commune du devenir du territoire, des orientations communes pour l'atteindre, en prenant appui sur les ressources dont les acteurs disposent dans le territoire ou qu'ils peuvent éventuellement aller capter à l'extérieur du territoire, et notamment les ressources de politique publique conduites à d'autres échelles, ressources de l'État, ressources régionales, départementales, etc. Bon, on fait un projet, ce qu'on veut faire, comment on le fait. Et puis, dernier temps, une fois qu'on a un diagnostic, une fois qu'on a un projet, on s'engage dans un contrat, dans la négociation d'un contrat. Un contrat dans lequel les acteurs, la multiplicité des acteurs réunis autour de la table, formalisent leurs engagements.
Un contrat, les juristes nous l'ont suffisamment rappelé, qui n'a de contrat que le nom, hein, ce ne sont pas des vrais contrats, tous ces contrats territoriaux, puisqu'ils ne sont pas opposables. L'État passe son temps à signer des contrats, à ne pas respecter sa parole, on ne peut pas l'attaquer devant les tribunaux. C'est différent si vous, avec des acteurs privés, mais bon. Bon, on pourrait se dire de ce fait, après 40 ans de contractualisation territoriale, tout ça, c'est n'importe quoi, l'État ne respecte pas sa parole. Bon, ce n'est pas exactement le cas, parce qu'en fait, c'est des contrats qui n'ont certes pas de valeur juridique, mais ils peuvent avoir une valeur politique. C'est des engagements, c'est à minima l'engagement de tous les acteurs de se dire, bon, bah, tous les ans, on se réunit tous autour de la table pour voir ce qu'on va faire ensemble. Quitte à dire, bon, on s'était engagé à faire ça, mais on ne va pas le faire, on va faire autre chose. Bref, ces contrats, c'est l'institution aussi de scènes de gouvernance territoriale, dans lesquelles les acteurs peuvent s'interpeller. Donc voilà, trois instruments, diagnostic, projet, contrat, trois instruments au travers desquels la politique de la ville a cherché à organiser la territorialisation des politiques publiques. Territorialisation entendue dans un double sens, d'une part de l'adaptation des politiques publiques aux enjeux différenciés des territoires, ne plus faire la même chose partout, adapter des programmes conçus de manière très générale au niveau national, au niveau régional, aux spécificités des territoires. C'est le premier sens de la territorialisation, mais derrière le mot territorialisation, en tout cas tel que la politique de la ville l'a promu pendant les longues années, c'était aussi l'idée non seulement de l'adaptation, mais aussi de l'articulation transversale des politiques publiques. Ou pour le dire autrement, diagnostic, projet, contrat, avec ça, le politique de la ville a essayé d'organiser le passage d'une approche sectorielle et descendante des politiques publiques à une approche transversale et remontante. Bon, passer à une approche transversale et remontante, ça suppose l'alignement de l'ensemble des acteurs territoriaux. Ça suppose que l'ensemble des acteurs du territoire soient porteurs d'un même projet. Et on voit bien pourquoi diagnostic, projet, contrat, ça permet de faire ça. Diagnostic permet d'aligner les acteurs autour d'une même vision du territoire, un alignement cognitif, pourrait-on dire. Le projet organise l'alignement stratégique, tout le monde s'entend sur ce qu'on veut faire ensemble. Et enfin, ce qu'on veut faire ensemble, et donc ce que chacun va faire au titre de ses compétences ou avec ses ressources. Et enfin, le contrat permet une forme d'alignement opérationnel. Tous les ans, on se réunit, on se met d'accord pour agir ou au moins pour se retrouver et dire, chacun dit ce qu'il va faire pour le projet commun. Bon voilà, ça c'est la politique de la ville telle qu'elle s'est mise en place dans les années 80-90. Alors c'est une politique, vous le savez, hein, j'ai vu dans le chat tout à l'heure, vous présentiez, vous êtes un certain nombre à connaître intimement cette politique. Vous savez, comme moi, que la politique de la ville est une politique absolument marginale, qui vit des territoires eux-mêmes marginaux, portés par des acteurs qui sont le plus souvent marginaux dans leur propre organisation. Donc c'est une politique qui a toujours été à la marge de l'action publique. Et pour autant, elle a inventé, avec ses instruments, elle a inventé quelque chose qui est devenu la norme dans les politiques publiques. Au fil des années 90, l'approche de la politique de la ville, les instruments, diagnostic, projet, contrat, que la politique de la ville avait inventé, se sont diffusés dans l'ensemble des politiques territoriales. Quand je dis l'ensemble, en tout cas toutes celles que moi j'ai regardées. Est-ce que c'est le cas pour la santé? Encore une fois, à vous me direz si c'est le cas ou pas. Voilà. Et donc, vous voyez bien, ce qui se joue à travers tout ce que je viens de vous décrire, ce qui s'est joué, c'est une transformation radicale de ce qui a été historiquement le mode de construction des politiques publiques en France. Historiquement, l'action publique locale, d'ailleurs, on ne parlait pas d'action publique locale, jusqu'aux années 80, on parlait d'administration locale. On administrait les territoires. On administrait les territoires à travers des normes indifférenciées définies par des administrations centrales. Et ces mêmes normes se déployaient de manière standardisée, uniforme et verticale par le biais des services de l'État dans l'ensemble des territoires. Donc c'était une approche descendante, c'était une approche sectorielle. Chacun, c'était des tuyaux et là, la politique de la ville nous propose a proposé une logique beaucoup plus horizontale, contractuelle, fondée sur la négociation autour des collectivités, du maire et du préfet, et plus largement des services déconcentrés de l'État et notamment des services départementaux de l'État. J'insiste sur cette dimension départementale parce que historiquement en France, le niveau départemental a toujours été le niveau majeur d'opérationnalisation des politiques de l'État.
les services déconcentrés de l'État, les services départementaux, étaient le lieu qui concentrait l'expertise, la connaissance et les relations avec les collectivités territoriales. Au niveau régional, il existe depuis 1964, mais c'est un lieu peu de ressources, des fonctions un peu de réflexion, de pilotage, etc. Mais bon, historiquement, c'est quand même le département, les niveaux départementaux, les directions départementales qui étaient les partenaires des collectivités. C'est avec eux qu'étaient négociés les contrats. Et c'est eux qui ont été les plus durement affectés par les réformes récentes. Car oui, depuis le début des années 2000, on assiste à des mouvements de réformes qu'on qualifie souvent de néo-managériales, qui ont profondément, radicalement transformé les modalités de construction des politiques territoriales. Alors, la politique de la ville, elle n'a rien inventé en la matière. C'est pas elle qui a l'origine. La politique de la ville, elle a sans doute basculé un peu avant les autres dans ce nouveau régime. Alors, on pourrait vous expliquer pourquoi, mais c'est peut-être pas l'enjeu là, mais en tout cas, à partir de 2003 et du plan et de la loi Borloo et la mise en place de ce vaste programme de rénovation urbaine, on voit se dessiner de nouveaux modes d'organisation et d'intervention de l'État dans les territoires qui correspondent à une profonde transformation de l'organisation même de l'État. Dans le prolongement de la LOLF de 2001, puis dans le cadre de la RGPP et de son prolongement territorial qui a été la REAT, la réforme de l'administration territoriale de l'État, l'organisation administrative, celle de l'État, a profondément changé. On a vu se multiplier les agences autonomes ou semi-autonomes, que ce soit au niveau central, les agences nationales, ou dans certains cas au niveau régional. Des agences, en tout cas au niveau central, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose pour les ARS, mais bon, des agences qui se caractérisent par leur caractère monotâche. Les agences nationales, elles sont en charge d'un programme et d'un seul. Des programmes qui étaient gérés pilotés par des ministères assez généralistes qui portaient l'ensemble des programmes relevant d'un même secteur, progressivement, certes, un par un, des programmes sont transférés à des agences qui, à la différence de leur administration, des ministères de tutelle, leur administration de tutelle, ces agences, elles se foutent de la coordination entre programmes ou entre secteurs. Elles ont une mission, elles ont des contrats d'objectifs très simples, organiser le déploiement performant du programme dont elles ont la charge. Et des programmes qui sont souvent définis au travers d'objectifs extrêmement précis, quantifiés, qui font l'objet de suivi par des indicateurs très très précis, qui font l'objet d'un suivi en temps réel, et qui font que ces agences, elles sont dans leur couloir, elles restent dans leur couloir. Et leur souci, c'est quoi? C'est que les collectivités mettent bien en œuvre les priorités qui elles-mêmes qui ont été assignées à ces dites agences. Alors, bon, j'ai déjà été long, je ne vais pas développer sur la rénovation urbaine, comment ça s'est joué. Peut-être revenir quand même sur les instruments qu'il y a eu derrière, parce que c'est comme ça qu'on peut comprendre aussi ce qui s'est passé derrière ce que je vous décris, le mouvement finalement de recentralisation et de resectorisation aussi qui s'opère. Avec la loi Borloo et avec la rénovation urbaine, on est passé d'un système dans lequel la politique de la ville, les politiques territoriales étaient définies de façon horizontale dans la discussion entre acteurs situés dans les territoires. Des services départementaux, ils sont là, ils sont dans les territoires. Les maires, les collectivités, leurs partenaires, ils sont là. Là, on est passé à des politiques qui ne sont pas négociées horizontalement entre acteurs situés dans les territoires. On est passé à des appels à projets. Des appels à projets lancés depuis Paris qui disent à tous les territoires, écoutez, élaborez votre projet. On va arrêter ce truc, tout le monde autour de la table, on négocie. Vous, les territoires, vous vous débrouillez. Vous me soumettez vos projets. Et moi, agence centrale, je vais retenir les projets qui répondent le plus directement à mes priorités. Alors, ces appels à projets, on appelle parfois appels à manifestation d'intérêt, voilà, c'est une sorte de rotation à 90 degrés. Négociation horizontale préfet-maire, maintenant on repasse à du vertical, agence nationale, collectivité. Alors, l'appel à projet, il s'est développé dans la politique de la ville, il s'est développé dans les politiques de développement, dans les politiques universitaires, dans plein de politiques. C'est devenu,
C'est devenu l'alpha et l'oméga mode d'allocation d'un certain nombre des crédits d'un nombre croissant de programmes de l'État. Pourquoi est-ce que l'appel à projet a connu un tel succès? Pourquoi cet instrument qui n'existait pas jusqu'au début des années 2000? Ça n'existait pas. Pourquoi est-ce qu'il s'est généralisé aussi rapidement? Alors, il y a une série de raisons. Pour aller vite, on peut dire d'abord, c'est que l'appel à projet, ça a plein d'intérêts pour l'État. Premier intérêt, c'est que dans un contexte d'approfondissement de la décentralisation, il y a eu l'acte 2 en 2003, l'appel à projet est un instrument de collectivité locale. On n'a plus l'État qui dit voilà ce que vous devez faire. On n'a plus l'État qui va aller négocier précisément avec les villes ou les territoires leurs projets. Non, l'État dit vous êtes grand, vous êtes majeur, vous collectivités, vous territoires, dotez-vous d'un projet et proposez-le-moi. Respecte l'autonomie. Deuxième intérêt de l'appel à projet, intérêt principal, c'est que c'est un formidable instrument de gestion de la pénurie budgétaire. L'appel à projet, ça permet de sortir d'un régime historique de l'action publique territoriale française, qui est un régime d'égalité, dans lequel tous les territoires recevaient de fait des ressources égales, ou en tout cas qui étaient indexées sur leur population pour aller vite. Un régime qui conduisait souvent à saupoudrer les crédits. On mettait un peu partout. L'État a de moins en moins de moyens, surtout de moins en moins de moyens pour développer de nouveaux programmes. Plutôt que de saupoudrer et de rien faire, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on prend ce qu'on a, on met quelques millions, quelques milliards éventuellement dans une caisse, dans une agence, et l'agence va l'allouer non pas partout. Elle ne va pas développer son programme sur tous les territoires, mais juste sur un nombre limité de territoires. Et elle le fait sans avoir à définir de critères qui pourraient être négociés, qui feraient que les grands élus, les grands notables interféreraient. Là, non. Vertu de la concurrence, on ne sélectionnera que les meilleurs. Troisième explication de développement des appels à projets qui aide à comprendre ce que sont ces appels à projets, c'est que l'appel à projet, c'est aussi un instrument qui permet à l'État d'abord de mobiliser les territoires, mais surtout qui permet à l'État de retrouver ce qu'il n'a plus. C'est une expertise sur le contenu même des politiques. Vous savez, avoir une expertise sur l'action publique, ça se construit largement dans la mise en œuvre. C'est en ayant à gérer les problèmes, en cherchant à les traiter, qu'on les comprend mieux, qu'on est capable d'inventer des solutions. Mais l'État, il n'est plus là. Il gère plus directement, il agit plus directement. Ce sont les collectivités, les territoires, leurs partenaires qui le font. L'appel à projet, c'est aussi une manière pour l'État de retrouver une forme d'expertise, ou en tout cas de mobiliser l'expertise qui existe dans les territoires, de faire remonter des innovations. D'ailleurs, vous aurez remarqué, dans les appels à projets, on vous demande tout le temps de faire remonter non pas les actions qui existent, mais des actions nouvelles, innovantes, qui auraient vocation à passer à l'échelle, et je vous passe les expressions dans le genre. Ok, très bien, mais quelles actions il faut mener? L'État ne sait pas, il y a des problèmes, il ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est les villes, c'est les territoires, c'est les acteurs territoriaux qui inventent. Ils sont confrontés aux problèmes, ils ont géré des problèmes nouveaux, ils essayent. En faisant de l'appel à projet, on dit un appel à manifestation d'intérêt, l'État dit au territoire, dites-nous finalement ce qu'il faudrait faire face à tel problème. Et comme ça, en faisant remonter ces réponses, l'État se dote, réalimente, se reconstitue une nouvelle forme d'expertise. Et le mécanisme de l'appel à projet a sur ce plan un caractère quasiment magique, parce que ça permet à l'État non seulement de redéfinir ce qu'il faudrait faire, mais ça lui permet ensuite de se doter de répertoires de bonnes pratiques. Ça lui permet de labelliser, dire voilà, il y a tel truc très très innovant, c'est là. Et ce faisant, ça lui permet de se retourner ensuite vers l'ensemble des autres territoires, ceux qui ont été retenus dans l'appel à projet comme les losers, et de leur dire
Voilà. Alors, nous, État, on va vous aider quand même. On va vous aider en vous montrant ce qu'il faut faire. On n'a plus l'autorité pour vous imposer ce qu'il faut faire, mais on vous montre. Oh, regardez à Rennes ce qu'ils ont fait. Oh, c'est super. Oh, et regardez à Vesoul, mais c'est merveilleux. Et regardez au Lamentin, oui je dis ça, j'ai vu qu'il y avait des gens du Lamentin que je salue. Regardez au Lamentin, quel beau modèle en matière, etc., etc. Voilà, à travers tous ces appels à projets et l'identification, la sélection de territoires finalement modèles, exemplaires, l'État se redonne aussi une capacité d'orientation aussi de tous les autres territoires en leur disant, bah voilà, on a des bonnes pratiques, imitez-les. Et de façon croissante, l'action territoriale de l'État est fondée sur cette logique de mise en circulation des bonnes pratiques développées par quelques territoires. Un mécanisme de diffusion nationale des expériences modèles, d'autant plus efficace qu'il apparaît de prime abord comme très peu normatif. L'État n'impose rien, c'est plus le préfet qui dit ce qu'il faut faire, c'est plus le ministre qui dit ce qu'il faut faire. L'État ne négocie rien. L'État se contente de mettre en avant les expériences de quelques collectivités, libres aux autres de les imiter ou pas. Là, il faut que j'accélère. Hein. Je vous parle des appels à projets. J'aurais pu continuer avec d'autres instruments qui ont accompagné l'essor des appels à projets, des instruments comme les labels, j'en ai parlé, comme les indicateurs de performance, comme le benchmarking, comme le reporting, le monitoring. Bon, toute une série d'instruments de pilotage par les chiffres aussi, qui participent un peu de ce que je viens de vous décrire, au sens où l'État n'impose plus rien, mais fait que les acteurs territoriaux internalisent les propres exigences de l'État, sans qu'on ait à leur imposer de manière autoritaire. Je pourrais y revenir. Bon. Pour résumer, il me semble que les réformes institutionnelles qui sont accumulées depuis le début des années 2000, elles ont mis fin au régime contractuel. Il n'y a plus ces négociations territoriales entre le préfet et le maire. Alors, il y a toujours des contrats territoriaux. Il y en a même de plus en plus chaque jour. Là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on nous pond un nouveau contrat. Il y en a même tellement que maintenant, on nous dit, oh là là, on va faire le contrat des contrats, les contrats de relance et de transition écologique qui vont intégrer tous les contrats, mais en même temps, tout le monde se bat pour continuer à avoir son contrat, etc. Oui, mais et puis ensuite, chaque politique sectorielle a son contrat. Maintenant, chaque strate territoriale ou chaque type de territoire a son contrat. Ah, les petites villes de demain. Ah, les villes moyennes, Action Cœur de Ville. Ah, les territoires industriels. Nanana. Bon, il y a des contrats partout, mais ça n'a plus rien à voir avec les contrats dont je vous ai parlé précédemment. On n'est plus dans des contrats qui sont négociés horizontalement par le préfet et les services départementaux et les collectivités. Il n'y a plus de capacité à négocier de la part des acteurs départementaux de l'État. Je vais le dire de manière très très violente, il bouge encore un peu, mort-vivant, mais il n'y a plus d'expertise, il n'y a plus de ressources. Une bonne partie des ressources est remontée, a été reconcentrée au niveau régional. Ces services qui avaient été vraiment le niveau fort d'opérationnalisation des politiques de l'État, qui avaient été celles qui avaient accompagné les collectivités par des politiques partenariales, contractuelles, ont plus les ressources pour le faire. L'État s'est retiré de la cogestion. C'était ça que je voulais dire initialement. L'État s'est retiré de ce partenariat de cogestion. Il a délégué aux collectivités un nombre croissant de compétences, un nombre croissant de politiques publiques. Il a délégué aussi aux collectivités, aux élus, la responsabilité de mettre en cohérence toutes les politiques publiques. Ce ne sont plus les préfets qui s'en occupent. Ce sont les territoires qui sont chargés de le faire. Donc, il y a toujours des contrats, mais des contrats dont la nature a changé et dont la nature comme le contenu dépend maintenant très directement des capacités des territoires à élaborer un projet sans l'État. Or, en la matière, les inégalités territoriales sont fortes, spectaculaires, et elles vont en augmentant. On assiste, et moi je crois que c'est là vraiment le phénomène phénomène majeur de ces dernières années, sans doute le plus préoccupant, à une explosion des inégalités territoriales, non pas à mesurer en termes socio-économiques, même si ces inégalités territoriales aussi là augmentent, mais des inégalités territoriales comme
inégalité de capacité à conduire des politiques publiques. Entre la métropole de Nantes d'un côté et la petite communauté rurale de l'autre, on est sur deux mondes qui n'ont rien à voir. J'aurais pu dire entre la métropole de Nantes et celle d'Aix-Marseille, hein, ça n'a rien à voir. Il y a des capacités politiques, des capacités de conduire des projets, de construire des projets, de mobiliser les acteurs, de mobiliser des ressources qui sont plus du tout les mêmes. On a d'un côté des territoires qui ont des ressources limitées pour définir et pour mettre en œuvre leurs projets. Des ressources financières limitées, des ressources opérationnelles limitées, des ressources politiques très limitées. Ressources politiques notamment entendu comme la capacité à mobiliser les acteurs du territoire. Parce que le politique, ça sert aussi à ça. Ça sert d'abord à ça, j'ai envie de dire. Et dans ces territoires sans capacité politique ou avec des capacités politiques faibles, les contrats signés par l'État, ils servent à quoi? Quelle est leur fonction? Ils servent à organiser la déclinaison descendante des programmes nationaux et régionaux. Quand vous n'avez pas la capacité remontante localement d'élaborer vos projets et de peser face à l'État et de dire oh là là aux ARS ou de dire aux agences nationales non, non, nous on sait ce qu'on veut faire et voilà comment on va faire, ou bien de dire aux ARS, aux agences de l'État, ok, vous avez vos programmes, c'est super, mais nous on va les adapter, on va les mettre comme ça parce que c'est notre projet. Si vous n'avez pas la capacité à construire ça, qu'est-ce que vous faites? On décline localement ce qui a été conçu à distance dans la capitale régionale, à Paris, et qui est souvent totalement inadapté aux besoins du territoire. Et à l'inverse, là où il y a des capacités fortes, on a des contrats, parfois les mêmes contrats juridiquement, mais qui servent à toute autre chose, qui servent de cadre pour mobiliser les ressources, notamment des ressources nationales, régionales, au service de projets locaux, de projets territoriaux, qui servent à peser face à ces agences. Parce que derrière ça, quand je parle de capacité politique, c'est aussi des capacités politiques de négociation face à d'autres. Et vous voyez derrière cette évolution très préoccupante, et alors je sais, j'ai pas regardé dans le chat s'il y avait des représentants de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Vous savez, vous connaissez la rhétorique, hein. Oui, une agence qui va venir empowerer les territoires, se mettre au service de tous les territoires pour les aider, que chacun ait son projet, comme ça. Ouais, bon. Je ne vais pas être insultant, et donc je ne ferai pas de commentaires sur ce discours et sur la réalité du fonctionnement et du soutien apporté par l'ANCT aux projets de territoire dans les territoires les plus démunis. On pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. La conséquence de ce que je vous décris, au-delà des transformations dans les modes de territorialisation des politiques publiques, et une des conséquences, c'est l'augmentation des inégalités territoriales. Une augmentation qui est particulièrement préoccupante, alors pour les territoires qui ont peu de ressources et pour les quartiers prioritaires. Parce que, et je vais m'arrêter là parce que je vois Bénédicte qui me fait j'ai déjà été long, voilà. Vous aurez remarqué, j'ai commencé en vous parlant de politique de la ville et donc de quartiers cumulant les difficultés. Je vous ai dit, quartier, une sorte d'équation historique entre territorialisation des politiques publiques et ces quartiers, et la politique de la ville. Moi, ce qui me frappe sur l'évolution depuis, alors là, 8-10 ans, hein, 2012, je dirais, c'est que les quartiers prioritaires ne sont plus prioritaires et ne sont plus du tout au centre de ces logiques de territorialisation de l'action publique. On le voit dans la politique de la ville, plus personne ne veut en parler, en tout cas au niveau gouvernemental, hein, si on pouvait ne plus parler des quartiers, ce serait bien. Et puis on le voit avec les réformes de l'éducation prioritaire qui viennent de nous être annoncées, hein, déshabillons la Seine-Saint-Denis pour habiller les territoires ruraux, pour aller vite. On assiste depuis 2012 et de façon accélérée depuis 2017, élection d'Emmanuel Macron, à la disparition des quartiers prioritaires de l'agenda des politiques publiques et des politiques territoriales en particulier. Ce qui renvoie à des dynamiques qui sont extérieures à la politique, ce qui renvoie au fait que, au-delà, dans le débat public en France, on assiste depuis 10 ans à un déplacement de la ligne de fracture. Depuis les années 80, quand on parlait de fracture sociale, de fracture territoriale, on pensait à une fracture interne au territoire urbain, entre des quartiers qui décrochent et le reste de la ville. Depuis une dizaine d'années, dans le débat public, le déplacement de la ligne de fracture, la ligne de fracture, elle n'est plus à l'intérieur des villes.
des métropoles, elle est entre les métropoles et le reste. Hein, c'est toute la rhétorique ou les discours sur la France périphérique. Je vais pas, là aussi, on pourrait revenir sur l'absurdité de cette lecture, mais bon, peu importe. Cette lecture s'est imposée. Aujourd'hui, dans le sens commun de l'action publique et médiatique, on a des métropoles qui vont bien. Bon, il y a des quartiers qui vont pas bien dans les métropoles, mais en fait, comme elles sont dans les métropoles qui vont bien, on s'en fout. Et en plus, c'est des Arabes et des Noirs, donc vraiment, on s'en fout. Et puis, il y a une France, des petites villes, du rural, du périurbain, qui, elle, va mal, vraiment. Et donc, l'enjeu, il se déplace. Il se déplace. Et l'enjeu des politiques territoriales, de façon croissante, ce sont ces autres territoires. Il y a une véritable occultation du quartier, des quartiers qui cumulent toutes les inégalités. Alors, bon, la crise du Covid a pu laisser espérer, je ne sais pas si associer crise Covid et espérer est très très pertinent, mais bon, en tout cas, a contribué timidement à réinscrire sur l'agenda médiatique et politique la question des quartiers, notamment à la faveur du premier confinement et des chiffres sur l'ampleur des inégalités de santé dans ces quartiers. Mais je ne sais pas si, alors moi pour regarder ça de loin et pour échanger avec des collègues chercheurs qui travaillent sur le sujet, c'est quand même frappant de voir comment on a eu un mois pendant lequel on a parlé de Covid et Seine-Saint-Denis sur mortalité, travailleurs de première ligne, etc. Mais ça y est, c'est oublié, surtout n'en parlons pas, on n'en fait pas plus, on occulte de nouveau le rôle de l'action publique, des politiques publiques dans la production de ces inégalités territoriales. Alors, ce que révèle massivement quand même la crise du Covid, notamment en Seine-Saint-Denis, je vous renvoie aux travaux de Laure Pity par exemple, c'est la contribution très directe de l'État à la production de ces inégalités territoriales de santé. Bref, je m'égare. Je vais essayer de faire en 2 minutes une conclusion, Bénédicte, en 1 minute, allez. Ramasser le propos. La politique de la ville, ça a été l'aiguillon de la territorialisation après l'acte 1 de la décentralisation. Ça a été la préfiguration d'un nouveau rapport entre l'État et les territoires après l'acte 2, préfiguration de nouveaux modes de conception des politiques territoriales. La politique de la ville aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une politique qui est profondément remise en cause. Et je ne sais pas quelle leçon en tirer. Ça, c'est l'avenir nous dira. Est-ce que finalement, ça préfigure d'une sorte de basculement plus généralisé, d'évolution plus généralisée des politiques territoriales, marquée par un souci moindre pour les inégalités territoriales? L'achèvement d'une sorte de basculement dans un régime néolibéral des politiques territoriales où la seule chose qui compte, c'est la compétitivité, l'attractivité, blablabla, avec pour seule perspective un peu de ruissellement et une action publique qui va organiser un peu de redistribution pour les territoires de les losers. Bon, je sais pas. Est-ce que finalement ça, ce sera une sorte de petite parenthèse qui se refermera dans 1 an, quand on aura vaincu le virus et ce gouvernement, pardon, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc derrière ça, la question que je me pose, c'est aussi, c'est quelle est la portée de ce que je peux vous raconter à partir de la politique de la ville pour d'autres politiques qui vous intéressent plus directement. Voilà, je m'arrête là, j'ai déjà été trop long, je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup pour cette fresque, on pourrait presque dire une grande fresque historique de l'évolution des politiques publiques dans laquelle s'inscrit bien évidemment les politiques de santé, puisque les politiques de santé, elles aussi, on l'a juste évoqué avec la création des agences régionales de santé, elles-mêmes, ces politiques de santé, entre les politiques municipales de santé. Moi qui ai travaillé longuement en Seine-Saint-Denis, je vois à quel point les municipalités conduisaient des politiques de santé avant l'heure, je veux dire, d'une certaine manière, bien avant les premières lois de décentralisation. Mais pour mieux étudier cette question, on va donner la parole successivement à Carole Bégou, donc, qui est responsable du contrat local de santé, du contrat local de santé mentale de la ville d'Échirolles, qui va réagir par rapport à ce qui s'est dit, puis peut-être remettre de la santé dans les propos de René Epstein. Carole, à toi pour 10-12 minutes, d'après ce que tu nous as dit. Merci. Donc,
d'où je parle, hein, je travaille sur le territoire de la ville d'Échirolles, mais également avec la ville de Pont-de-Claix, qui sont deux communes en fait de l'agglomération grenobloise au cœur des Alpes. Hein, c'est à peu près 47 000 habitants. Et c'est des populations qui sont très similaires, c'est-à-dire des populations touchées par la crise sociale depuis plusieurs décennies et dont un certain nombre d'habitants habitent dans les quartiers prioritaires. Donc oui, la territorialisation en santé, finalement, elle est rentrée sur ce territoire par le biais de la politique de la ville. C'était en 98, on ne parlait pas encore de territorialisation, hein, effectivement. C'était dans le cadre de la lutte contre les exclusions. Et la politique de la ville a été un vrai levier pour développer pleinement une politique de santé pour ces communes qui n'avaient pas d'ailleurs de services d'hygiène communaux en santé, avec un point d'ancrage, l'insertion sociale, la crise sociale étant une source d'inégalité en santé. Alors effectivement, notre histoire témoigne d'une succession de dispositifs qui fabriquent du territoire, hein, parce qu'en 98, on est parti aussi d'un diagnostic qui nous a permis de mettre en place ce qu'on appelait à l'époque un dispositif d'accès aux soins. Il n'y avait pas la CMU, hein, je le rappelle, à cette époque-là, et c'était en direction de populations en difficulté, en précarité, très orientée sur les minima sociaux. Et cette action avait vocation de proposer de l'accompagnement en santé. Alors aujourd'hui, on appelle ça de la médiation en santé. Vous voyez, les vocables ont changé aussi. En 2001, cette démarche était quand même très ascendante, hein, le diagnostic était partagé, les 3 communes ont pu mettre en place un service intercommunal qui était à l'époque assez précurseur, il s'appelait Trait d'Union Parole Santé, sur des quartiers prioritaires, qui regroupait à la fois ce dispositif d'accès aux soins, mais il y avait aussi la naissance d'un lieu d'écoute, c'était quelque chose aussi d'assez nouveau dans les actions, donc on est bien dans de l'innovation, et la mise en place d'actions de promotion pour la santé. C'était des actions toujours très orientées en direction des populations, à l'époque on parlait de zones urbaines sensibles, et malgré tout, on s'adressait à toutes les populations en difficulté puisqu'on avait des poches de précarité qui n'étaient pas non plus forcément que dans le secteur des quartiers prioritaires. C'est en 2007 que là, pour le coup, les villes se sont engagées dans une démarche d'atelier santé-ville et que c'est donc une nouvelle forme de territorialisation qui a malgré tout révolutionné nos pratiques. On est passé d'une offre de service à une pratique où on faisait de l'aller vers. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était de mieux rencontrer une population qui était assez en retrait du système de santé. Et on commençait d'ailleurs à parler de non-recours à la santé. Ça a donné aussi des sens à des dynamiques de réseau. Donc c'est cette capacité à mobiliser dont vous parliez précédemment, des réseaux avec une orientation précarité, parce que finalement, dans le champ de la prévention du cancer, les dépistages par exemple, l'accès au dépistage, dans la question du diabète, l'accès à l'éducation thérapeutique du patient, dans la question de l'obésité chez l'enfant, le réseau REPOP par exemple, c'était des instruments qui étaient peu mobilisés par ces territoires. Les gens n'accédaient pas à ces ressources et c'était bien dommageable parce que pour le coup, ils en avaient réellement besoin. Donc tout l'enjeu de ces dynamiques de réseau, c'était de travailler sur cette accessibilité. Et puis alors, ce qui a été effectivement aussi un grand pas, c'était construire des actions, des projets du début jusqu'à la fin avec des habitants. Et quand on veut travailler sur de la santé, travailler sur le changement de comportement, c'est quelque chose qui prend du temps et la participation des habitants est fondamentale. Donc c'est vrai que l'exercice de cette démocratie en santé a été une réelle plus-value dans notre travail et ça a sûrement beaucoup participé à produire une certaine expertise, parce qu'aujourd'hui d'ailleurs on parle d'une expertise des pairs aidants. Dans plein de domaines. Voilà. Sur 2007-2019, les communes se sont aussi engagées dans ce qu'on appelait les évaluations d'impact en santé, qui finalement regardaient les projets urbains dans le champ de la santé à travers les lunettes de la santé, en se posant la question finalement, en agissant comme ça ou comme ça, est-ce qu'on améliorait ou inversement, on accentuait des problèmes de santé. Et je trouve qu'en plus, ça fait écho avec toute la naissance des services d'hygiène au 19e siècle, où l'urbanisme était là pour améliorer la salubrité. Donc voilà, c'est pour faire écho à cette histoire quand même qui est importante. En 2018, nous étions aux prémices du contrat local de santé avec une priorité,
sur le champ de la santé mentale, avec la mise en place du conseil local de santé mentale, mais qui est le volet du contrat local de santé. Alors, pour petite précision, en Auvergne-Rhône-Alpes, les conseils locaux de santé mentale sont indissociables des contrats locaux de santé. Et donc, cette fois-ci, on a d'autres déterminants finalement de santé qui peuvent jouer leur rôle, le transport, l'environnement. On est sur une approche plus systémique et c'est vraiment une plus-value aussi de ce que peuvent apporter les contrats locaux de santé par rapport à l'antériorité. Et maintenant, en 2020, on a une nouvelle manière aussi de collaborer qui est émergente. Chez nous, elle émerge dans le cadre du contrat local de santé. Ce sont les communautés professionnelles de territoire en santé, donc les CPTS. C'est un nouvel levier pour lutter contre la désertification médicale, qui est quand même un sujet d'actualité important actuellement. Alors, on assiste bien à cette succession de dispositifs dits expérimentaux, de l'ASV au contrat local de santé, au CLSM, maintenant la CPTS, dont les enjeux sont aussi finalement de couvrir des domaines où l'État s'est retiré, ou en tout cas il y a des manques. Comme vous le disiez, il faut réfléchir à travers des problématiques et voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors, ça a été indéniable, la politique de la ville pour nos collectivités, c'était une opportunité importante pour prendre en compte le versant social de la santé, expérimenter, inventer, vous l'avez dit, inventer, et permettre par là du progrès. Donc aujourd'hui, les habitudes de travail avec les réseaux, construire avec les habitants, c'est quand même bien ancré dans nos pratiques et je ne pense pas qu'on revienne en arrière. Développer une culture en prévention et en promotion de la santé sur le territoire, je crois qu'on y a fortement contribué par ce biais-là. Et probablement, c'est le fruit de ces expérimentations qui ont conduit à une démarche de contrat local de santé et maintenant à une CPTS. Alors en revanche, vous l'avez aussi évoqué, ce qui est dommageable, c'est la précarisation de cette intervention publique finalement, parce que ces expériences de territorialisation, leur spécificité, c'est de répondre à des appels à projets, avec cette particularité sous-jacente d'être temporaire. Alors, ils ont vocation à être expérimentales, certes, pour permettre au droit commun de s'en saisir et améliorer l'intervention publique. La question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que le droit commun en matière de santé. Et puis, le risque, c'est que ça ne devienne pas une norme. Du coup, ce qu'on a pu aussi repérer, c'est que certaines actions qui, pour autant, ont fait leurs preuves, ont dû s'arrêter, faute de reprise du côté du droit commun ou de moyens financiers humains, alors que les besoins s'accentuent. C'est très instable du côté de l'ingénierie. Vous parliez de ces nouvelles fonctions de coordination qui devraient permettre du décloisonnement, mais les financements sont fluctuants. Il faut toujours argumenter et c'est important de rappeler combien on ne peut pas faire l'économie de cet humain qui fait du lien, conduisant parfois, du coup, en son absence, à déléguer des actions au secteur privé. Alors, je ne sais pas, je ne porterai pas de jugement, mais voilà, les mutuelles, les indépendants, et produit-on la même chose. Donc, la question, c'est la question de la pérennisation, finalement, de ce que cette expérimentation a permis. Et comme vous le disiez aussi, l'articulation des acteurs entre les institutionnels et cette capacité à produire du collectif. Finalement, le collectif, c'est la société. Voilà. L'exception, donc, semble être la communauté professionnelle de territoire en santé, pour l'instant, dont les moyens financiers sont d'emblée importants et où l'ingénierie est acquise. Mettre en place des coordinateurs, qu'ils soient d'organisation ou de soins. Voilà. Et alors, c'est marrant parce que quand on a commencé sur ce territoire et qu'on a créé cette structure intercommunale, on avait créé cette structure où on avait déjà ces fonctions de mise en lien, etc., des travailleurs et des institutions. Mais c'était du côté de la collectivité. Et quand je vois apparaître ces communautés professionnelles de territoire en santé, je ne peux pas m'empêcher de faire ce parallèle. Voilà. Alors, est-ce qu'à l'époque, finalement, cette structure a apporté une expertise et qu'aujourd'hui, ce sont les communautés professionnelles de territoire en santé qui s'en ressaisissent? C'est sûrement du coup une source supplémentaire d'inégalité sociale en santé, comme vous l'évoquez, qu'on peut d'ailleurs directement relier à cette capacité politique des territoires dont vous parlez. Et comme vous le dites, elle se mesure sur cette capacité à produire ensemble des diagnostics. Alors, il est clair qu'on produit des diagnostics quasiment toutes les années,
si ce n'est pas tous les 2 ans. On éclaire les décisions, on réajuste, on reformule les problématiques, elles s'accentuent, voilà. Et on est toujours en train de définir des priorités parmi les priorités, parce qu'il y a quand même aussi un entonnoir au niveau des financements. Et puis, c'est vrai que la dimension de prise de décision est de plus en plus en corrélation avec les chiffres. Dont il faut aussi donner une grille de lecture parce que parfois, ils ne reflètent pas forcément la réalité. Typiquement, sur notre territoire, on a la spécificité, cette richesse d'avoir SOS médecins, par exemple, des établissements, ce qui fait que du coup, quand on regarde les chiffres du nombre de médecins généralistes sur le territoire, il paraît très conséquent, alors qu'en fait, seulement 1/3 des médecins sont dans l'exercice d'une médecine traitante. Donc voilà, c'est aussi la capacité de mesurer cette possibilité de mettre en œuvre et de conventionner. Donc effectivement, on est là pour mobiliser des ressources, mais ça soulève quand même la question des moyens humains qui sont déterminants à cette étape, parce que quand même, l'ensemble des dispositifs du service public et associatif sont quand même pas mal fragilisés depuis plusieurs années et que du coup, les systèmes sont tellement en tension que ça réduit pas mal cette capacité à faire ensemble, à œuvrer ensemble. Sur le principe, on est d'accord, mais il y a toujours une urgence qui peut aussi arrêter, diminuer et qui met à mal finalement ces capacités de mise en œuvre. On l'observe aussi parfois avec du recentrage, de la prévention sur des actions plus proches du soin. Par exemple, le déterminant de santé que peut être l'alimentation, l'activité physique, alors qu'aujourd'hui, plus que peut-être hier, l'accès à l'alimentation tout court, dans le cadre de cette crise, au mieux de qualité, est un préalable à la question de la nutrition. Donc, mais voilà, aujourd'hui, on peut s'entendre dire que ce n'est pas vraiment ça la santé. Voilà. Elle peut aussi se traduire par un effacement, et vous le dites, des QPV, comme peut en témoigner l'évolution par exemple des ASV, il y en a beaucoup moins quand même sur le territoire, vers les CLS avec, alors d'un point de vue de l'affichage, ça ne veut pas dire que les contrats locaux de santé ne ciblent plus des actions vers les QPV. Certaines mêmes villes ont conservé des coordinateurs d'ateliers santé-ville, c'est souvent grâce à leur capacité financière. Nombreux CLS ont mis en place le principe fondateur de l'universalisme proportionné. Du coup, la question est de savoir si le principe est suffisant pour disposer de moyens pour continuer à proposer des actions ciblées en direction des habitants des quartiers politiques de la ville. Jusqu'ici, cette capacité politique était à l'initiative des collectivités, en l'occurrence beaucoup des mairies ou des métropoles. Avec l'arrivée de la CPTS, c'est donc la communauté de professionnels en santé qui est porteuse de cette dimension, de cette dynamique. Et elle a quand même une dimension libérale. En plus, elle est fortement défendue par les URPS. Donc, les collectivités peuvent être signataires. Mais voilà, il y a quelque chose qui a évolué ici aussi. Enfin, cette capacité politique est conditionnée par la nature même des rapports qu'induit les outils de territorialisation. Vous en avez parlé, les appels à projets ont des effets sur la manière de présenter les projets, toujours plus innovants. Et c'est effectivement, on nous propose un cadre et on est à l'initiative du contenu du projet, sous réserve qu'il corresponde au cadre. Mais c'est vrai que ça modifie les rapports, dans le sens où on doit se justifier, on doit rendre des comptes. Les projets peuvent concourir, on peut concourir à des prix, et du coup, on est dans des logiques plutôt de techniques de marketing, comment on présente un projet. Alors, je ne dis pas que c'est négatif, mais voilà, il faut en avoir conscience. Du contrat, on est aussi sur des logiques de contrat aujourd'hui. C'est encore plus éloquent avec les CPTS, où on a effectivement une dimension où on est plus sur du mesurable en termes d'objectifs. La question, c'est qu'il ne faut pas que ça soit au détriment de l'humain. Les médecins l'ont dit, si on passe moins de temps avec les gens, mais de temps à mesurer ce qu'on fait, ça serait quand même bien embêtant. Et puis, vous avez parlé des concurrences entre porteurs sur des territoires. Bah oui, ça, on l'a vécu, on le vit tous. Alors, heureusement, ça se parle, mais quand même.
alors qu'on devrait être dans l'œuvre de l'ensemble. Ben moi, je trouve que ces aspects finalement financiers, hein, ça induit quand même quelque chose de particulier dans nos rapports. Donc, il me semble qu'il y a encore des marges de progression hein, en matière d'inégalité sociale en santé. Il me semble important d'alerter qu'elles peuvent être croissantes. Il faut les rendre lisibles. Mais je trouve que les institutions, elles y sont sensibles en tout cas. Il me semble qu'il y a des marges de progression aussi sur la manière ou la nature des rapports à construire dans l'œuvre de l'ensemble, aussi bien en termes de gouvernance, hein, le copilotage aujourd'hui État, collectivité, citoyen pour un contrat local de santé, comme on peut le voir dans le CLSM, hein, c'est les collectivités, l'hôpital et les usagers. Voilà, c'est la question de la cogestion que vous évoquiez tout à l'heure. Et là, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Ensemble, les démarches, ensemble dans la démarche ASV, CLS, CLSM, CPTS. Bon, la CPTS est fortement impulsée par le contrat local de santé, hein, comme d'ailleurs beaucoup en France des contrats locaux de santé portent des missions qui actuellement sont reprises par les CPTS. Il me semble qu'il y a un vrai enjeu de potentialité de ces dispositifs de complémentarité. Un territoire où la dimension sociale impacte considérablement la santé, la CPTS ne pourra pas faire l'économie de ce qui peut apporter un service social, l'accès aux soins, même si elle se dote d'un travailleur social dans son système. Sur un territoire où la santé mentale est une priorité, la CPTS ne pourra pas elle seule porter le soin, car l'environnement, l'offre en termes de lien social est tout aussi contenante si ce n'est thérapeutique. Et sur un territoire où les habitants sont fortement touchés par des maladies chroniques, où la qualité de l'air, la qualité alimentaire, l'accessibilité à l'activité physique sont de réels déterminants de santé, la CPTS ne pourra pas atteindre ces objectifs sans le concours des CLS. Donc, je pense qu'effectivement, les CLS peuvent servir à mobiliser les ressources et à négocier côte à côte, ce qui amène à rester vigilant et à rendre lisible cette complémentarité, me semble-t-il. Et puis, une autre marge de progression concernerait les modalités de financement. Vous l'avez dit aussi, hein, elles induisent à mettre en perspective du côté de l'attribution de ces compétences en matière de santé, comme on pourrait le réenvisager à l'échelle, par exemple, des communes, qui sont quand même la proximité de la santé. Donc, c'est vrai que la territorialisation, elle peut s'envisager de façon noble parce qu'elle permet un progrès et un renouvellement de cette intervention publique. Elle a permis à de nombreuses collectivités, finalement, de s'engager dans le champ de la santé avec une prise en compte dans la proximité des problèmes. Elle a permis l'inclusion des usagers, elle a permis la lutte contre les discriminations. Elle participe malgré tout à une culture commune en matière de santé publique qui, quand même, aujourd'hui a permis une réactivité dans la gestion de la crise sanitaire qui est indéniable et la mobilisation aussi des habitants hein, qui a été une force de résilience importante. Bon, toute la question maintenant va résider sur cette capacité politique à faire ensemble, me semble-t-il, pour lutter contre les inégalités. Voilà, je finirai mon propos. Merci à toi, Carole. Ton propos soulève plein de questions, et notamment sur le marketing du projet et les designers aujourd'hui pour les villes. Enfin, voilà, c'est un langage quand même qu'on n'aurait pas imaginé il y a seulement quelques années dans les politiques publiques. Voilà, je réfléchis sur un des derniers mots que tu as utilisé, mais et puis ça pose aussi la question dans tout ce que tu dis, c'est finalement, oui, une territorialisation, ça mobilise les acteurs sur les territoires, mais où sont les forces de régulation? Voilà, je ne sais pas comment dire les choses autrement. Et je vais donner la parole tout de suite, parce que je n'ai pas la réponse, bien évidemment, mais c'est une question qu'on s'est très souvent posée, notamment à Profession Banlieue, quand j'y étais. Je suppose qu'il se la pose encore aujourd'hui. Et je vais donner la parole tout de suite. On n'a pas trouvé la réponse, hein. Mais je vais donner la parole tout de suite à Ida Ali, donc, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, présidente du RDSU, l'interréseau des acteurs du développement social urbain, et qui est directeur du développement social et urbain à Vitry-le-François, et qui a la particularité d'être à la fois sur la politique de la ville, mais si j'ai bien compris aussi, s'occupe un tout petit peu de la santé des habitants dans sa ville, et notamment autour de la question du Covid, moi je dis du Covid,
Allez, pour une fois, on ne va pas toujours féminiser les noms. Khalid, à toi pour normalement 10 minutes. Donc 15h18, je surveille l'heure parce qu'après je vais me faire disputer par, c'est un joli mot disputer, un vieux mot disputé par Lilia Sultana. À toi. Je vais essayer de t'éviter ça. Bonjour à tous et du coup justement je pense que je vais essayer de marcher, enfin de donner ces deux pattes sur lesquelles je m'appuie, à savoir effectivement la présidence d'un réseau de professionnels, professionnels engagés. C'est souvent comme ça qu'on essaie de qualifier les membres de l'IRDSU, des gens qui essayent de s'interroger sur leur pratique professionnelle, qui essayent de se concevoir comme des médiateurs du changement sur les territoires, qui essayent d'animer finalement, et donc qui se posent les questions, qui prennent, qui s'inspirent. J'ai pour habitude de lire Renaud Epstein. Et donc, pour le coup, je vais débattre, mais savoir que finalement, ça alimente nos réflexions, ce qu'on essaie de mettre en œuvre, puisqu'on vit finalement de manière très directe ce que lui a décrit au travers de son propos. Et effectivement, mon poste de directeur du développement social et urbain, et comment j'essaie justement d'organiser, de structurer tout ça, puisqu'on a un contrat local de santé, et maintenant bientôt un contrat local de santé mentale. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu difficile d'intervenir après un exposé aussi clair. Hein. Merci beaucoup Renaud, c'est toujours aussi éclairant. Et je vais essayer moi de dépasser du coup le caractère analytique pour arriver sur le côté ou un caractère plus pragmatique et essayer de dire finalement comment est-ce que ça se traduit, parce qu'effectivement tout a été bien décrit. Mais en plus de cela, parce que j'allais dire, il y a des choses qui peuvent s'entendre théoriquement dans la manière dont ça a été déroulé, cette évolution-là, cette manière de le penser. Mais pour le coup, il y a vraiment des contradictions qui s'imposent au territoire. Et Renaud n'a pas du tout parlé de la rupture de la linéarité dans la conduite de la politique publique. C'est-à-dire que pour le coup, effectivement, il y a des règles du jeu qui ont été énoncées, elles sont celles qui ont été données, mais pour le coup, quelle est la capacité des territoires à conduire une politique publique alors que tous les mois ou tous les 2 mois, tous les trimestres, on vient avec une nouvelle circulaire, avec un nouveau projet, avec un nouveau dispositif? Comment est-ce qu'on peut concevoir finalement l'évolution d'un territoire avec des problématiques qui sont lourdes et qui ne peut s'inscrire que forcément dans du temps long, alors que chacun veut y mettre sa patte? Chaque ministre va venir et va vouloir dire finalement, je veux marquer de mon empreinte la politique publique, je veux que mon nom apparaisse, et pour le coup, essayer de donner une inflexion à tout ce qui se fait. Et ça, pour le coup, c'est des choses qui sont complètement en déconnexion avec l'intérêt local, avec l'intérêt des problématiques qui sont des problématiques locales. Et donc, effectivement, il y a ce qui a été dit, qui fait référence à la mise en concurrence des territoires. Et moi, je vais un peu plus loin, c'est qu'il y a cette mise en concurrence des territoires qui vient s'additionner à la mise en concurrence des individus. Et des individus au niveau national, là j'ai parlé effectivement des différents ministres qui viennent et qui veulent changer sans forcément se poser la question de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, en voulant se dire, moi j'ai la réponse à la question, en réinventant l'eau chaude souvent, parfois. Et aussi la mise en concurrence des individus qui s'expriment, au travers de la concurrence des acteurs associatifs, parce que cette tension, j'allais dire par effet boule de neige, elle met en tension les acteurs de terrain, et ça, c'est un vrai sujet, c'est pas simple à accompagner et à gérer, et aussi la mise en concurrence des individus au travers de leur posture et de leurs postes respectifs. C'est-à-dire qu'on a tous des carrières, des ambitions individuelles qu'on veut mener, qu'on veut conduire, et comment est-ce qu'on fait finalement pour faire en sorte que ces enjeux individuels, on réussisse à les soumettre à un intérêt qui, lui, les dépasse et qui est commun et collectif. Et ça, c'est un vrai gage. Parce que pour le coup, effectivement, il faut, moi, tout à l'heure, j'ai bien noté ce que disait Renaud quand il disait que la coordination était devenue un enjeu central. Et c'est vrai, la coordination, c'est devenu fondamental. Mais comment est-ce qu'on fait? On travaille, nous, sur des outils, sur des éléments de collaboration pour donner à voir que finalement, il ne suffit pas de le dire, mais il faut le vivre et il faut le mettre en œuvre pour réussir à obtenir une avancée commune. Et on se rend compte que c'est pas simple, c'est compliqué. Mais pour le coup, moi j'aimerais apporter un peu une dose
une dose d'espoir, parce que même si le diagnostic est sombre, et j'en conviens, c'est vrai, c'est vraiment compliqué, c'est pas simple, il y a quand même parfois des petits messages ou des petites avancées qui peuvent nous donner le sentiment qu'on peut faire quand même, qu'on peut composer finalement avec ce schéma et essayer d'avancer. Donc, c'est de dire que finalement, ce n'est pas forcément impossible si on réussit à essayer de trouver localement des stratégies qui nous permettent de mettre en œuvre des collaborations intelligentes et réussir finalement à imposer, que ce soit à des agences ou au département ou à des structures finalement étatiques qui finalement s'imposent un peu à nous, et c'est vrai, par le biais des appels à projets, parce que c'est vraiment l'expression classique dans ce que tu disais en matière de gouvernement à distance. C'est vrai et c'est édifiant. Et moi, je vais dire, en matière de santé, c'est la réalité aussi, on l'a vu. Mais comme j'allais dire, il y a une agence régionale de santé qui est quand même plus proche. Ça réussit à un peu amortir finalement cette déclinaison un peu autoritaire qui pourrait s'exprimer dans d'autres secteurs. Mais là où, par exemple, on le voit, c'est dans le secteur de la sécurité, de la prévention de la délinquance. Moi, j'ai halluciné. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a installé tous des caméras de vidéosurveillance au même moment. Ensuite, on s'est tous mis à faire les mêmes projets. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant d'avoir cette analyse-là, de se dire, mais finalement, c'est nous qui écrivons les projets, mais on écrit tous les mêmes projets sans même se rendre compte qu'on répond à une injonction qui n'est pas dite, mais qui vient de loin. Et donc, effectivement, il y a ces réalités qui peuvent apparaître autoritaires, mais on peut finalement réussir à les dépasser si on s'impose collectivement une rigueur, finalement, et au travers de ce que nous, on développe dans notre réseau et qu'on invite, finalement, on fait la promotion de la stratégie d'alliance. C'est de dire, attention, si jamais on aborde un territoire en voulant d'emblée emmener tout le monde avec nous, ce qu'on a essayé de faire finalement de manière régulière, je ne vais pas dire que c'est peine perdue, mais c'est très difficile. Et pour le coup, quand vous prenez acte que les politiques publiques, elles sont portées par des individus, que les projets sont aussi portés par des individus, que ces individus sont soumis à des logiques qui sont des logiques individuelles aussi, et bien finalement, il faut l'intégrer pour essayer de le dépasser. Et là-dessus, moi, je fais souvent référence à quelque chose qui, pour moi, a été beaucoup source d'inspiration, finalement, quand je me retrouvais confronté à des galères, finalement. C'est le PFH. Je ne sais pas si vous... pour expliquer les difficultés auxquelles on est confronté. Le PFH, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas le FPH, qui est le Fonds de participation des habitants, ça s'en approche, mais c'est le putain de facteur humain. Et pour le coup, ça, c'est une clé de lecture qui m'a permis régulièrement de pouvoir interroger finalement les interactions qui se passaient, les difficultés auxquelles je pouvais être confronté. Et là, quand on a intégré un petit peu toute la complexité du schéma qui s'exprime sur un territoire, ces réalités complexes, et qu'on se dit, finalement, comment est-ce que j'essaye de le dépasser? Et pour le coup, on commence à composer et à écrire des choses qui sont intéressantes. En allant chercher des élus, effectivement, forcément, de toute façon, il faut qu'il y ait une expression politique qui soit forte, mais qu'on réussit à inverser finalement les logiques qui sont à l'œuvre. Et là, pour le coup, je ne vais plus parler en tant que président du réseau IRDSU, mais en tant que chef de projet d'un territoire qui est un territoire fragile. Vitry-le-François, ce n'est pas l'agglo de Nantes, dont effectivement je lis quasiment tous les projets de territoire, etc., parce que ça fait rêver. C'est super bien fait, il y a de l'argent, il y a des beaux fascicules, il y a de l'imagerie. Donc ça fait plaisir finalement de se dire, bon, j'aimerais bien un jour aller exercer dans un truc comme ça, mais Vitry-le-François, c'est un petit territoire urbain et qu'on pourrait qualifier ou en tout cas mettre dans ce que disait tout à l'heure, moi j'aime pas le terme loser, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très déprécié. Mais voilà, un petit territoire qui n'est pas celui qui inspire le plus. Mais pour le coup, on a réussi à faire des choses. Dans le sens où on a compris finalement les logiques qui étaient à l'œuvre. Et quand, par exemple, on nous a demandé de mettre en place le contrat de ville, avec la loi Lamy de 2014, dont je dis souvent le plus grand bien, c'est vrai qu'on a tendance à casser. Moi, je dis que pour moi, c'était vraiment un moment de co-construction qui a essayé de mettre en place des choses qui étaient plutôt intelligentes. L'histoire d'un contrat unique, global, qui s'adosse sur un projet de territoire, qui interroge toutes les contractualisations pour pouvoir les soumettre, qui ne pense pas le quartier par le quartier, mais qui l'intègre dans un ensemble urbain plus important, parce que ce qui se passe dans le quartier, souvent, est le fruit de ce qui est né ailleurs.
Bref, des choses évidentes. L'histoire d'imposer finalement des processus de concertation avec les habitants, même si c'est malhabile la manière dont ça a été fait, je lui ai donné beaucoup de vertus. Et je me suis rendu compte de quoi? C'est qu'on l'a signé à 16 et il a été appliqué par qui? Par personne quasiment. Il y a la ville, nous, qui essayions de le mettre en œuvre. Il y avait l'État qui ne pouvait pas renier finalement le contrat de ville puisque c'est lui qui n'était pas l'initiative. Mais tous les autres signataires, régions, départements, CAF, etc., quand on en faisait référence, ben, ça ne participait pas de leur logique. Et on avait beau leur expliquer finalement ce qui était dans ce qu'ils avaient signé, je me rendais compte que limite, peut-être même, ils ne l'avaient même pas lu. C'est-à-dire que ça avait été signé, mais c'était dans une réalité très lointaine. Ben, en fait, on a inversé les choses. C'est-à-dire qu'on est allé chercher qu'est-ce qu'était le contrat local de santé pour l'agence régionale de santé et quels étaient les enjeux pour eux. Qu'est-ce qu'était la convention territoriale globale pour la CAF? Quels étaient les enjeux pour eux? Qu'est-ce qu'était comment qu'ils appellent, le plan du département, le programme départemental d'insertion, etc. Et quelle était la logique pour eux? Et en fait, on a essayé de prendre toutes ces programmations-là au niveau de l'équipe de maîtrise d'œuvres urbaines et sociales, ce qui équivalait à l'ancienne équipe projet qui a complètement disparu du schéma de la politique de la ville et qui pour moi était quelque chose qu'avait apporté aussi la politique de la ville, dont Renaud n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui était vraiment hyper intéressante et importante, cette idée d'équipe projet. Au-delà de ton institution, tu te réunis avec d'autres collègues au travers d'un projet et on fait une équipe projet indépendamment de là où on est. Ça n'existe complètement plus. Et donc, nous, au niveau du local, on s'est posé cette question-là et on a essayé de réorganiser les choses. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai essayé de faire valoir que le contrat local de santé était le volet santé du contrat de ville. Et en posant la question en ces termes-là, j'ai eu l'oreille de l'agence régionale de santé qui, elle, avait un enjeu, c'était comment est-ce que je fais pour faire en sorte que le contrat local de santé structure l'intervention locale en matière de santé. Et donc, si vous voulez, on a réussi à faire croiser un petit peu ces enjeux-là et on a réussi à effacer au fur et à mesure la logique de silo sectoriel qui était complètement hallucinante. C'est-à-dire que nous, on avait un appel à projet du contrat de ville et l'ARS nous disait, oui, mais nous, on a notre appel à projet et on a nos manières d'instruire les dossiers avec des temporalités qui sont différentes et avec des critères qui sont complètement différents. Comment est-ce qu'on fait du projet commun en faisant ça? C'est très, très, très difficile. Ben pour le coup, on a réussi petit à petit à faire fondre cette démarche-là et ils l'ont intégrée et ils l'ont fait valider. Et on est du coup arrivé sur le territoire avec cette démarche-là qui réussit à le traduire. Et on a fait exactement la même chose avec la convention territoriale globale de la CAF et qui va devenir finalement le volet famille du contrat. Donc, si le contrat, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imposer, si au niveau local, on trouve les ressorts et l'intelligence pour pouvoir donner du sens à une animation territoriale, on réussit quand même à mettre en cohérence. Et voilà, simplement pour conclure, on a évoqué tout à l'heure de manière très rapide, mais c'est de dire, tout à l'heure on l'a évoqué, Renaud l'a évoqué, le contrat territorial de relance, non, le contrat de transition et de relance écologique, non, contrat de relance et de transition écologique, pardon, excusez-moi. C'est un tout nouveau contrat qui a la prétention de justement être le contrat. Et vous savez, c'est quoi la temporalité? C'est juin. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire que l'intention, si vous lisez les intentions de ce contrat-là, elles sont bonnes. Et c'est aussi des perspectives qui pourraient nous donner du grain à moudre pour engager des dynamiques territoriales qu'appelait de ses vieux tout à l'heure Bénédicte. Mais les contrats qui sont dès lors imposés me font dire on va encore passer à côté de quelque chose. On va être chacun d'un côté à devoir déposer des projets pour pouvoir profiter de la manne financière. Nantes et les autres territoires ont probablement déjà des gros projets. Ils vont réussir à en positionner certains, etc. Et ça va être un petit peu encore la foire d'empoigne. Et là où il fallait profiter d'un temps pour mettre en cohérence, on va encore être soumis à une logique finalement je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, mais en tout cas, voilà. Tout à l'heure, je faisais référence à la rupture de linéarité. Moi, je pense qu'on a vraiment besoin, voilà, de comprendre la complexité des territoires, se donner le temps et l'intelligence pour le faire, en intégrant que nos territoires sont composés par des êtres humains, mais nos institutions elles-mêmes. Moi, à la mairie, vous, à Fabrique des Territoires Santé, et Carole, à la ville d'Échirolles. Et que si collectivement, on s'interroge sur nous, notre place, nos pratiques,
et qu'on met finalement nos fonctions au service d'un projet de territoire partagé, peut-être qu'on réussira à soumettre finalement les contrats qui nous sont donnés. Merci. Est-ce que Bénédicte ne te fera pas taper sur les doigts? Si, je vais te taper sur le doigt, bien sûr, c'est normal. Non, vraiment, je me dis simplement que finalement, être dans une petite ville avec un quartier bien difficile, ça que je connais un petit peu, est-ce que finalement, ça n'ouvre pas des possibilités que n'ouvrent pas les grandes métropoles, là, notamment parce que vous êtes peut-être plus loin du regard de l'État central sur… Mais bon, ça serait à discuter, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que, comme tu parlais en disant il faut essayer de trouver quelques mots d'espoir, ça me fait penser à un message d'espoir que j'ai reçu ce jour-ci. Tu sais, on en envoie beaucoup, bonne année, nanana. Et c'était « N'oublions jamais qu'au-dessus des nuages et de la pluie, le soleil brille toujours ». Voilà, c'est un beau message d'espoir, je trouve. On ne peut pas le vérifier concrètement puisque prendre l'avion, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que dès qu'on est sorti des nuages, en avion, on a toujours le soleil qui nous accompagne et c'est bien agréable. Et tu as raison de terminer sur des messages d'espoir. Voilà, je vais en arrêter là. Je propose peut-être que… alors, Lilia, peut-être tu peux nous faire un retour, à moins que Renaud, tu veuilles dire 2 mots très vite, ou peut-être d'abord quelques retours de la… Des questions-réponses. Voilà. Comment ça s'appelle? Je vais prendre la parole peut-être 2 minutes, à moins que Renaud, vous vouliez réagir tout de suite. On a beaucoup de commentaires, plus de commentaires que de questions. Beaucoup de commentaires, notamment pour souligner la qualité des interventions et dire à quel point elles font écho à ce que les participants observent et vivent sur les territoires, notamment au sujet du retrait de l'État, des effets et des tendances à l'agencification, les appels à projets. On a aussi des conseils de lecture, donc on partagera tout ça avec l'ensemble des participants dans quelques jours. Il y a un mail qu'on vous enverra. Parmi les questions, il y a des choses de registre un petit peu différents. Sur les appels à projets, vous avez assisté dans votre présentation sur les appels à projets, mais il y a le développement des contrats pluriannuels d'objectifs de moyens avec les acteurs associatifs. Qu'en pensez-vous ? Une question plus spécifique sur les politiques publiques dans le domaine de la santé. Comment comprendre la référence à des programmes à données probantes en promotion de santé tels qu'ils se développent actuellement? Une série de questions aussi. Comment conjuguer recherche d'équité territoriale et adaptation territoriale de l'action de l'État? Concernant cette fonction d'organisateur, et une autre question concernant donc la même personne, mais concernant ce rôle d'organisateur communautaire, il interroge qui doit être cet organisateur communautaire. Donc, il y aurait la charge de décloisonner et de faciliter les coopérations. Est-ce que ce serait le rôle majeur des collectivités locales ou au contraire, est-ce que ce serait la porte ouverte à la formalisation d'agences territoriales co-gouvernées ou co-administrées par l'État et les collectivités? Des questions aussi sur le droit commun, comment développer des actions santé dans le cadre de la politique de la ville avec des petits moyens financiers et quel est le droit commun dans cette politique. Des questions assez précises, mais ça on y répondra peut-être par la suite, sur les inégalités territoriales. Existe-t-il une cartographie des disparités territoriales déjà observées en 2021, notamment concernant le milieu rural? Des questions sur le devenir de la politique de la ville. Carole a évoqué la peut-être suppression des ASV ou a évoqué cette idée. Donc, pourquoi? Que pensez-vous d'une animation santé-ville? Les contrats de ville vont-ils perdurer? Une question plus globale, comment dépasser les stratégies individuelles pour construire des stratégies collectives? C'est la personne qui nous recommande par ailleurs à ce sujet la lecture du livre de César et d'Herbemont sur la stratégie du projet latéral. Et voilà, on va peut-être oui, on va peut-être s'arrêter là. Après, il y a pas mal de commentaires, mais comme il nous reste plus énormément de temps, on va peut-être revenir sur les… Renaud.
Alors, réaction. Alors, je vais pas vous répondre à toutes les questions qu'a répercutées par Liliane, ne serait-ce que parce que moi, ma connexion a sauté et j'en ai entendu que les premières. Voilà. Donc, mais réaction d'abord aux interventions de Carole et Khalid que je trouvais toutes les deux très très intéressantes, éclairantes. Voilà. Bon, on parle pas il y a des effets de position. On parle pas du même endroit et voilà. Et Khalid, moi j'ai apprécié, hein, tu représentes un réseau national et voilà, il faut pas désespérer Billancourt et je pense que tu as eu raison de rappeler que dans ce système de contraintes, de renforcement des contraintes, il y a toujours des marges d'action. Hein. Primo Levi nous rappelait qu'il y avait toujours des marges d'action, y compris dans des systèmes encore plus resserré. Donc, mais le problème, moi, il me semble, et je pense qu'on s'entendra là-dessus, c'est comment est-ce qu'on crée les capacités pour saisir ces marges d'action. C'est là, hein, quand je parle de capacités politiques, elles sont bien là. Et alors, moi, je serais pas d'accord avec toi, Bénédicte, en disant peut-être que c'est dans les petites villes qu'il y en a plus. Il peut y en avoir un peu n'importe où, hein, dans du rural comme dans l'urbain. Il y a des très très grandes métropoles qui sont dans l'incapacité de construire des politiques publiques. Marseille, hein, voilà, point. Et il y a des petites villes qui vont mal, mais qui ont réussi à construire des projets, des capacités, et qui deviennent des villes modèles. Et je suis désolé, Rally, tu as eu raison de me reprendre hein, quand j'ai dit des losers. Et de ce point de vue-là, Vitry-le-François, même si ça va pas bien économiquement, socialement, c'est une ville modèle. C'est en train de s'imposer comme une des rares villes qui affiche aussi des formes de stratégie de décroissance ou de transition. Et moi, je suis frappé de voir que face à un autre problème dont on ne parle pas en France, hein, surtout c'est le gros mot, la décroissance urbaine, il y a des politiques de décroissance urbaine, d'accompagnement de la décroissance et pas simplement de rebond, de redéveloppement. En France, on n'arrive pas à développer des politiques, hein, c'est toujours rebondir, redévelopper, et il n'y a pas de ville modèle. Peut-être que Vitry-le-François avec Sangrarville qui commence à s'imposer un petit peu comme un modèle, une ville qu'on regarde. Donc, ce qui veut bien dire que, y compris des petites villes, c'est pas les métropoles qui gagnent par nature et les petites villes qui perdent par nature. Mais bon. Voilà sur la question que tu as ajoutée, Rally, de la temporalité, et qui fait écho aussi à ce que dit Carole sur la déstabilisation permanente finalement des acteurs, où on essaye localement de construire des projets qui s'inscrivent dans la durée, et on le fait dans les cadres qui sont par ailleurs fixés par l'État, mais à peine on l'a fait, l'État va changer parce qu'il y a une accès. Je crois que l'explication que tu as proposée est la principale. On est dans un moment d'accélération du temps politique, du temps médiatique, et l'injonction à l'affichage, à la nécessité font que les ministres, et surtout pour ce qui m'intéresse, le ministère de la Ville, hein, parce que c'est un ministère dans lequel l'espérance de vie d'un ministre est inférieure à 1 an. En 1 an, c'est coûteux d'essayer d'accompagner ce qui a été lancé par son prédécesseur, de l'évaluer, etc. Vaut mieux aller lancer un nouveau programme sur lequel on va communiquer, même si ça déstabilise les acteurs locaux. C'est pas grave, de toute façon, ils seront plus là dans 6 mois, ils seront pas à rendre de compte. Donc voilà pour la réaction. Je voudrais juste peut-être un élément de réponse sur la première question, c'est la seule que j'ai vraiment entendue, Lilia, je suis désolé, sur les contrats pluriannuels d'objectifs moyens avec les associations. Alors bon, là-dessus, vieux serpent de mer, hein, les contrats pluriannuels associatifs. A priori, on ne peut que tous être d'accord. Ça sort les assos de la précarité où il faut tous les ans aller chercher l'argent. La réalité, elle est très, très, très différente. D'abord parce que souvent un contrat pluriannuel tous les ans, il faut quand même aller redemander les trucs. Deuxième chose, c'est parce que ces contrats, ce qui est important, c'est pas pluriannuel, c'est objectif moyen. Et c'est des contrats qui, en gros, font quoi? Font des associations, des opérateurs, des donneurs d'ordre. Et c'est des contrats qui vont jusqu'au bout de ce qui est, à mon sens, le grand échec de la politique de la ville. La politique de la ville, en tout cas dans son volet de mobilisation, d'empowerment, de citoyenneté, elle soutenait les associations pour ce qu'elles sont. L'idée même que dans les quartiers, il y a des personnes en difficulté qui se mobilisent, se construisent en collectif pour proposer de l'action, de la dynamique, c'était en tant que tel un objectif de la politique de la ville. Soutenir les associations pour ce qu'elles sont. De plus en plus, on soutient les associations pour ce qu'elles font. Des prestataires qui sont soumis à des exigences de performance. Et ça produit quoi? Ça produit ce qu'on voit, alors je sais pas pour la santé, mais dans la politique de la ville qui est sidérant, et au-delà de la politique de la ville, hein, plein de politiques, on voit se multiplier de grandes entreprises associatives.
Groupe SOS et quelques autres qui raflent tous les appels à projets parce que c'est des entrepreneurs qui sont capables, dès qu'il y a un truc au niveau national, de faire un produit type, de le démultiplier partout. Mais c'est des associations qui sont sans ancrage territorial, sans ancrage. C'est fondamental. Voilà, et ça, je crois que et moi, c'est pour ça, c'est tous ces instruments, contrats pluriannuels, objectifs moyens, que ce soit entre une agence et un ministère, why not, même si on voit ce que ça peut produire, mais que les villes se ressaisissent de ces instruments pour gérer elles-mêmes leurs relations avec les associations, ça, c'est un drame. D'autant que les associations, déjà, dans la logique des appels à projets, ne sont pas du tout à égalité dans la manière de répondre. Et là, on rejoint les propos de Carole quand elle parlait tout à l'heure de marketing et voilà, on sait bien, et quand elle a employé ce terme-là, ça m'a vraiment fait repenser quand on répond à des appels à projets, on fait attention que ça soit bien clair, bien propre, qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, c'est plus tellement le projet lui-même mais on se dit, il faut que ça passe le mieux possible, et je trouve que c'est vraiment une question importante. Renaud, tu voulais ajouter autre chose, non? Ok. Lilia, est-ce que tu as d'autres commentaires qui seraient arrivés ou reprendre des questions que n'a pas entendues Renaud, parce que quand même, c'est un peu ennuyeux. Alors, j'ai pas de nouvelles questions. Par contre, je peux reciter certaines des questions qui ont été posées, notamment une que j'avais pas évoquée sur les dispositifs en santé. Concernant le secteur de la santé, les CPTS comme les CLS, donc les contrats locaux de santé, ou CLSM, les conseils de locaux santé en santé mentale, ou encore les DAC, dispositifs d'appui à la coordination, anciennement plateforme territoriale d'appui, sont-elles les prémices d'un développement de coopération territoriale et de décloisonnement, ou plutôt la porte ouverte à la formalisation d'agences territoriales de santé nouvelles, co-administrées une nouvelle fois par l'État et les acteurs territoriaux et les collectivités? Après, il y avait aussi un certain nombre de questions par rapport au devenir de la politique de la ville. Voilà, les contrats de ville vont-ils perdurer? Pourquoi évoque-t-on la suppression des ASV? La question du droit commun, quel est le droit commun en matière de santé et comment l'articuler avec dans le cadre des actions financées par la politique de la ville. Voilà, peut-être dans les questions. Juste deux choses pour compléter sur la question du droit commun. C'est pas seulement par rapport à la politique de ville, ça peut être par rapport à toutes les politiques spécifiques, parce que beaucoup d'autres politiques aujourd'hui passent par des appels à projets, et donc c'est aussi qui permet cette régulation entre les territoires. Enfin, je trouve que là-dessus, il y a une vraie question qui se pose, sur lesquelles et qui concerne aussi bien les politiques de santé que l'ensemble des politiques publiques. On est passé d'un État liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, qui garantit cette égalité de traitement de toutes les personnes qui vivent en France? Je ne veux pas dire les citoyens, mais toutes les personnes qui vivent en France, qui garantit cette égalité de traitement par rapport à... Parce que tout à l'heure, quand je parlais de Vitry-les-François, qui est une petite ville, moins sous les phares je pense qu'effectivement, la question que posait tout à l'heure Renaud de la mise en concurrence des territoires, elle repose aussi beaucoup sur la capacité des élus ou leur incapacité j'allais dire, j'avais une expression qui n'est pas un peu sauvage, mais en tout cas, à tenir le débat avec le préfet local. Enfin, je veux dire, les villes ne sont pas du tout à égalité face à cette question-là, rien que sur le poids politique des élus. Donc, justement, Bénédicte, c'est pour ça que je parlais de mon exemple. C'est-à-dire que moi, je suis conscient que quand je vais parler avec le préfet, je n'ai pas l'autorité de la ville de Lyon. Moi, voilà, on me racontait certaines programmations où finalement les collègues des agglos disaient le là. Et c'était le préfet, soit il suit pas, mais c'est pas grave. Il y a tellement d'argent
finalement que nous, notre programmation, elle va y aller. Ouais. Un territoire comme Vitry, comment est-ce qu'il fait? Je veux dire, dans l'absolu, nous, les sous, on ne les a pas. Donc, si l'État ne nous les donne pas, tu sais, et c'est pour ça que tout à l'heure que je disais, voilà, en tant que petit territoire, limite, tu dois faire un peu plus attention à la manière dont tu t'adresses à l'État parce que, pour le coup, tu es plus dépendant. Quand Ouais. tu es une grosse agglo riche, tu es moins dépendante, j'allais dire. Et finalement, et c'est pour ça que je disais que mon expérience Ouais. m'invite, et c'est pour ça, tu sais, ça peut apparaître un peu pas hors sujet, hors cadre, mais pour moi, on est vraiment dans le fond du sujet, de dire, regarder et analyser les jeux logiques qui sont à Oui, l'œuvre. bien sûr. Quand je parle de l'individu, c'est triste à dire, mais c'est ça, tout à l'heure, tu parlais de l'égalité, mais il n'y a pas d'égalité. Mais il n'y a pas d'égalité dans un territoire lui-même, il n'y a pas d'égalité entre les établissements scolaires, entre le médecin à droite et le médecin à gauche. Tu sais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a une mise en concurrence des territoires, mais dans la réalité, il y a une mise en concurrence globale dans la société néolibérale dans laquelle on est, rien qu'à l'école. C'est une catastrophe. Moi, je vois, je suis marié avec une prof de SECPA. Voilà, quand je mets en place le dispositif d'accompagnement à la scolarité à Vitry, que je vois les gamins arriver et que je vois ce que fait ma femme avec les gamins à la maison, de quelle égalité tu parles? Tu vois? Et donc, c'est se dire, à un moment donné, quand on intègre ça, qu'est-ce qu'on essaye d'opposer à ça? Et donc, pour le coup, faire de la dentelle, c'est hyper important de le dire. Et moi, je le dis aux acteurs associatifs et je le dis aussi aux acteurs administratifs, institutionnels. C'est pour ça que je dis un peu d'espoir. Je dis pas que c'est extraordinaire et je dis pas que ce qui se passe est génial. Je dis juste qu'effectivement, tout ce qu'a dit Renaud, j'ai commencé par ça. J'ai dit tout ce qu'il a dit est vrai, est juste. Et moi, j'aimerais que l'État soit là, bien installé avec nous, en faisant le diagnostic avec nous et en allant chercher finalement les moyens. Mais comme on sait que c'est pas le cas, comment est-ce qu'on fait finalement pour composer avec ça? Et donc, pour le coup, effectivement, on s'accommode. Les CPO, c'est pas extraordinaire, mais malgré tout, si ça me permet de pas faire de dépôt de dossier tous les ans pour faire copier-coller et réinscrire le projet, ça me fait économiser 2 années. C'est triste à dire, mais tu sais, on prend le truc là où il est, quoi. Et pour enchaîner sur une question sur la collègue qui a dit quid des contrats de ville, personne ne le sait. Personne ne le sait. Nous, on a interrogé le ministère et aussi l'ANCT parce que pour nous, les contrats de ville ont été prorogés jusqu'en 2022. On est bien avancé en 2020. Pour nous, 2022, c'est demain. Si on veut engager un peu dans la démarche projet qu'explicitait tout à l'heure Renaud, avec l'idée du diagnostic pour construire, etc., il faudrait qu'on commence maintenant. Et pour le coup, il n'y a rien, il n'y a aucune invitation. Et donc, on a dit quid? Et on nous a dit c'est pas d'actualité. Donc, vous voyez un peu, c'est pour ça que je vous disais, finalement, on entend parler du CRTE, alors on en entend parler parce que je suis réseau national et c'est d'autres territoires, parce que sinon la logique est très éloignée. On demande à ce qu'on nous présente le dispositif et on nous dit si jamais ça se fait, il faudrait que ce soit contractualisé en juin. C'est juste fou, donc ça veut dire complètement impossible. Et pour le coup, le contrat de ville qui est une réalité là, on nous dit on ne sait toujours pas. Moi, il y a un espoir et c'est pour ça que j'essaye un peu de dépasser tout ça. Je dis que je compose avec les dispositifs, mais j'essaye de les dépasser. C'est que par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, on peut oublier les quartiers, mais les quartiers se rappellent toujours à nous. Et c'est pour ça que j'ai aucune inquiétude. Et c'est pour ça que souvent il y a des petites guéguerres sur les terminologies, le DSU, politique de la ville, etc. Moi, ça m'est complètement égal parce que je fais du développement local. Voilà. À un moment donné, c'est comment est-ce que j'essaye de mettre en œuvre un projet qui tienne la route et qui vienne réduire les inégalités, qui vienne essayer de compenser finalement. Et c'est ça qu'on fait et on en fera toujours finalement. Et donc voilà, contrat de ville ou pas, ANCT ou pas, etc. Moi, j'ai pas de grande inquiétude en fait. Merci. Renaud, tu commençais aussi à vouloir répondre sur la question de la régulation, non? Sur l'avenir de la politique de la ville, rien à ajouter à ce qui a été dit. Si ce n'est que peut-être qu'il y a sur l'avenir des éventuels contrats de ville, si on avait des attachements fétichistes aux procédures, c'est maintenant que ça se joue. Et donc la question de la mobilisation des professionnels via l'IRDSU et éventuellement via d'autres cadres que je connais pas, me semble absolument déterminante parce que ça viendra pas du haut.
Ça viendra si, si ça bouge, bouge en bas, si ça bouge. Bon, en même temps, depuis 2017, l'exécutif nous a fait la preuve de sa capacité de cécité face aux demandes remontant des quartiers, face aux problèmes rendus visibles dans les quartiers. Et là encore, je fais référence à la pandémie, le fait que la surmortalité aussi spectaculaire n'ait donné lieu à aucune réponse, aucune sollicitude, témoigne du fait qu'il y a aussi une forte capacité à ne pas se saisir des problèmes dont on ne veut pas se saisir. Bon, voilà, mais bon. Sur la question de la régulation, bon, question, il est 15h53, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que bon, en moins de 2 heures, c'est compliqué, mais quand même, juste un point. L'avenir n'est jamais sûr, hein. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on était tous en train de dire le monde d'après, et là, tout semble acquis pour tous que le monde d'après, ça va être une accélération de la néolibéralisation du monde d'avant, mais bon, on ne sait pas, moi j'ai envie de croire qu'il y a encore des possibilités de transformation politique, mais bon, c'est peut-être pas là qu'on va les ébaucher. Malgré tout, bon, en tout cas, je crois que l'idée d'un retour à un État qui assurerait plus de solidarisation entre les territoires, qui mettrait plus haut à son agenda la question de la réduction des inégalités, bon, attendons au moins l'élection présidentielle, mais peut-être qu'on pourra en reparler. En attendant, c'est clairement pas à l'agenda. Bon, donc du côté de l'État, je ne sais pas. Il y a quand même une chose, c'est-à-dire la régulation aujourd'hui entre territoires et la régulation des inégalités territoriales, si ça vient pas de l'État, d'où ça viendra? On peut encore peut-être espérer que les régions, les grandes régions, soient des espaces qui organisent. Alors, sinon la régulation, sinon la redistribution, parce que les régions sont encore des nains, ne serait-ce que financièrement, mais au moins parce que les régions, de par leur périmètre, elles intègrent tous à la fois des métropoles, des villes moyennes qui vont bien ou qui vont mal, des territoires ruraux, et que leur présidente cherche à s'imposer politiquement, la région peut potentiellement devenir l'espace qui assure, sinon la réduction des inégalités territoriales, mais au moins truc un peu barbare qu'on appelle l'interterritorial. Des formes de deals qui pourraient exister entre les métropoles et les villes moyennes, les métropoles et les territoires ruraux. Je crois que par ailleurs, il y a un certain nombre de leaders politiques métropolitains qui sont bien conscients, hein, pas tous, loin de là, mais qui sont bien conscients du fait que le développement métropolitain tel qu'il s'est opéré dans les 10 dernières années, il va dans le mur. Il va dans le mur pour les métropoles, il va dans le mur pour les autres territoires. Des métropoles toujours plus exclusives, plus chères, plus polluées, etc. Bon, ça vient ça va pas tenir éternellement. Il y a un certain nombre de leaders politiques métropolitains qui, alors pour de bonnes raisons, et je ne vais pas juger là-dessus, essayent de voir finalement, de dire que leur responsabilité dépasse le périmètre de leur élection et qu'il y a une responsabilité vis-à-vis d'autres territoires. Et donc, on peut espérer, si en tout cas il y avait des perspectives de régulation ou d'inflexion de tout ce qu'on vient de raconter, que ça puisse se jouer sur des formes de deal entre des régions qui chercheraient de cadre, des métropoles qui elles-mêmes se sentiraient investies d'une responsabilité territoriale qui va au-delà de leur périmètre et qui passent des accords avec d'autres territoires parce que Bordeaux a besoin de Libourne et de Castillon-la-Bataille, etc., etc. Bon, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les perspectives, elles se situent à cette échelle-là. Attendre le retour d'un État qui reviendrait dans les territoires, qui organiserait de la redistribution, plus de redistribution interterritoriale, etc. Bon, c'est pas à l'ordre du jour. Je m'arrête là. Avant la fin de notre webinaire, j'adore ce terme. Carole, 2 mots à ajouter puisqu'on arrive à la fin de notre séance. Juste, je retiens cette question de responsabilité territoriale comme un fil à tirer. Ok, merci. Khalid, 2 mots? Ouais, alors simplement dire, puisque c'était aussi quand même en intro, tu sais l'histoire de la crise sanitaire. Oui. Depuis que je suis dans la politique de la ville, je vis avec des contraintes et j'ai jamais vécu la belle époque de la politique de la ville avec des moyens, etc. Et en gros, je gère un peu la pénurie, ce que disait tout à l'heure Renaud. Et moi, je suis né dans ça. Et en fait, tout est contrainte. Et ce qui s'est passé avec la crise du Covid et l'urgence que ça a fait, c'est que ça a fait exploser les cadres.
Et dans beaucoup de territoires, il s'est passé des choses qui étaient considérées à l'époque comme impossibles. Et ça aussi, pour moi, c'est une dose d'espoir. C'est de dire finalement, les choses qu'on nous impose comme immuables, la manière de travailler, la manière de respecter les calendriers, de dépenser, etc., bah, finalement, on pourrait aussi être en capacité de s'en émanciper pour peu que collectivement on se l'impose. Merci, c'est un beau message d'espoir. Je vois que le président de Fabrique Territoire Santé se montre et je voulais lui proposer de conclure cette… Juste pour remercier Bénédicte, Lilia, Clémentine, Elsa, et puis vous remercier beaucoup au nom de la Fabrique. J'ai trouvé ça tout à fait passionnant comme d'habitude, et enfin comme d'habitude oui, parce que j'avais déjà entendu Renaud Epstein il y a un petit bout de temps quand même, mais enfin un petit bout de temps, n'exagérons rien, mais voilà. Voilà, c'est un sujet extrêmement important. Vous avez soulevé plein de choses intéressantes, et je me dis moi, comme ça en conclusion, que finalement il faut avoir confiance dans les initiatives de terrain qui partent des quartiers, des collectifs d'habitants, des collectifs de professionnels. On a vu avec la crise de la Covid ou du Covid à quel point, par exemple, les communautés professionnelles de territoires de santé ont beaucoup évolué et se sont rendus compte à quel point c'était important de travailler ensemble. Et voilà. Maintenant, moi, voilà, vous parliez de problèmes, de questions de coordination. C'est vrai qu'à un moment donné, il va bien falloir quand même qu'on cesse de ce jeu de chat et la souris en disant c'est à l'ARS ou c'est à l'État ou c'est au préfet, c'est à l'ARS et puis c'est à la commune et puis c'est à la métropole et c'est à l'intercommunalité de gérer tout ça et de piloter. Et du coup, il y a des moments où en fait on se dit bon ben écoutez, tant pis, débrouillez-vous. Nous, on continue à faire ce qu'il faut et, et peut-être que ça avancera. Mais ça fait pas une politique publique. Donc du coup, voilà. Et maintenant. Voilà. Mais bon, merci beaucoup. C'était fort intéressant. Merci Renaud Epstein, merci Carole Bégou, merci Khalid Ali, et puis merci Bénédicte. Et donc, juste pour conclure, je vais annoncer que la 3e séance de cette journée nationale, puisque finalement on est en journée nationale, se déroulera donc le 3 mars au niveau… alors, mon écran est tout petit, donc je n'arrive pas à lire, mais c'est pas grave. Vous l'avez tous sous les yeux. La prochaine séance donc, se déroulera le 3 mars 2021, donc toujours de 14h à 16h, sur le thème « Quelle organisation locale pour porter des politiques territoriales de santé ?» avec l'intervention de Laurent Elgozi, qui est le président d'honneur, président fondateur de l'association Élus, Santé publique et Territoire. Voilà, donc avec là aussi 2 discutants de son intervention, mais ils ne sont pas encore confirmés, donc on ne va pas vous les annoncer. Et nous vous invitons également, et Renaud, ça ne sera jamais que la prochaine fois que tu pourrais venir, hein, le 26 mars pour la synthèse de ces 3 webinaires et l'Assemblée générale de la Fabrique Territoire Santé, le 26 mars. Les horaires pour l'instant ne sont pas encore complètement confirmés, sans doute que si d'ailleurs, mais je ne me rappelle plus, peu importe. De toute façon, d'ici là, vous retrouverez bien évidemment toutes ces informations, aussi bien sur le site, dans la newsletter, sans problème. Voilà. Les adhésions sont ouvertes, hein, on accueille volontiers. Hein. Voilà. En tout cas, merci à tous. Merci à Renaud d'avoir joué le jeu alors qu'il ne connaissait rien aux questions de santé. Merci à Carole de son interpellation et des apports qu'elle nous a fait sur… on va tous se mettre… C'est facile à Échirolles d'être un peu dans le marketing. Hein, on peut faire du ski pas loin, c'est quand même beaucoup mieux qu'ailleurs. Merci à Khalid pour ses propos très direct et surtout pour l'espoir qu'il a voulu nous transmettre. Je trouve que c'est franchement important dans la situation. Confiné, déconfiné, reconfiné, déconfiné, confite, enfin, vous choisissez les termes. De toute façon, la situation reste quand même… Et puis, nous avoir rappelé aussi
Et ça m'a fait un vrai tilt quand tu as dit j'ai toujours été contraint. Et ça me rappelle une professionnelle qui était directrice d'une régie de quartier qui disait vous parlez tout le temps de la crise, de la crise, de la crise. Mais moi, je n'ai jamais connu d'autres situations que celle-là. Voilà, ça nous rappelle qu'effectivement. Merci à vous tous et à bientôt. Merci.